Bonjour et bienvenue à tous. J'ouvre notre réunion, une réunion du conférence du Cercle Entreprise et Santé. Notre cercle est engagé pour la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, avec Anne-Marie Devers, nous vous présentons un programme intitulé Programme Discussion, Data, Femmes et Santé globale au travail. Alors en guise d'introduction, je vais revenir sur ces mots. Pourquoi les femmes? Eh bien, parce que la meilleure prévention n'est pas la meilleure pour tous. C'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de faire 3 conférences. Pourquoi parler de santé globale? Eh bien, parce que la meilleure prévention, elle peut venir de loin. Et elle peut porter loin. Et pas seulement dans le domaine auquel on pense d'entrée de jeu. Et pourquoi les data? Parce que le traitement digital des données, le traitement massif, données recensées sur la base du travail et de la santé, va permettre de créer un savoir nouveau. Voilà, alors ces 3 mots-clés pour un titre un peu compliqué, je les ai décryptés à ma façon, et je vous propose, en vous ayant encore signalé que nous avons tenu aussi 2 conférences sur la santé globale, 2 conférences, ou 4 même, sur le traitement des données sous différents aspects. Et aujourd'hui, nous avons donc un programme relativement chargé, grâce à nos intervenants, grâce à Anne-Marie, à qui je passe la parole pour la conduite de la réunion. Merci à vous, bonne réunion. Bonjour à tous, alors bonjour aux hyper ponctuels qui sont là à la très très bonne heure, ça c'est très très sympa. Donc merci Charles, merci Claire, Catherine qui est là, Catherine, j'espère qu'on vous entendra tout à l'heure, il faudra qu'on fasse un test micro, et merci à Olivier, et merci à monsieur Alonso qui sont là, et les autres ne vont pas tarder à arriver. Alors, voilà, et vous dire qu'on a la chance, alors en plus on a la chance nous de les avoir avec nous. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'environnement, mais l'environnement est tel que normalement ils ne peuvent pas se sauver. Et que non seulement ils ne peuvent pas se sauver, en plus, si jamais ils crient dehors, on ne les entendra pas parce que on est dans une atmosphère qui est théoriquement celle pour élever les champignons. Vous voyez, température constante. On a la très grande chance d'avoir avec nous à la fois tout de suite à ma droite, et vous la verrez tout à l'heure, Florence Chaper. Alors Florence, merci de nous donner votre temps. Florence pilote la mission égalité intégrée, et depuis un certain temps, comme dirait l'autre, et le canon, tu t'occupes justement des questions de femmes, d'intégration des femmes, de conditions de vie et le travail des femmes. Et on a un peu l'impression que le plafond de verre récemment c'est un peu plus que fendillé. Donc merci à Florence d'être là. On a aussi la chance, et merci d'avoir le grand gourou Philippe Garabé. Alors Philippe, on se connaît depuis un petit moment, et mis à part d'ailleurs avec son nom que c'est un homme du Sud-Ouest, c'est aussi au titre de 5 années d'animation du COG, du Conseil d'orientation, il est national maintenant, du Conseil national d'orientation des conditions de travail, son poste secrétaire général, et donc sur toutes ces questions sur lesquelles il est justement bien important de réunir, j'allais dire, tous partenaires, et particulièrement les partenaires sociaux. C'est un fin connaisseur et un promoteur d'un grand projet dont on parlera tout à l'heure, et qu'on va essayer de faire vivre avec nous. Voilà, donc moi je vous regarde encore une fois sur l'écran d'à côté de mon président s'il y a des trucs en chat et autres. Je vous affiche tous là les caméras actives qui globalement sont là. Merci Laurent d'être là, enfin merci à vous tous qui êtes là, et Jérôme est en train de faire un aller-retour sur la réunion. Et donc, alors on reprend, si vous voulez bien, je reprends mon truc pour, voilà, mon président, où est-ce que c'est? Il faut que j'aille sur mon machin, pardon. Mon président a parlé, et donc le grand gourou a parlé, c'est toujours important. Donc le Cercle Entreprise et Santé, pour en 2 minutes là-dessus, on existe depuis fin 2006 en fait, sur les enjeux, j'allais dire, de prospective et d'évolution de la relation au travail, dans tous ses impacts sur, j'allais dire, toutes les dimensions de la santé, physique, mentale, sociale,
voire organisationnel, voire impact financier, voire aussi la santé spirituelle, et on est tout content. Donc moi j'en suis l'animateur avec l'animatrice avec notre noble président, et donc on a déjà organisé un certain nombre de choses là-dessus sous la forme que vous voyez là-haut et qu'on appelle des UX forums, c'est-à-dire en gros l'idée là c'est que surtout dans ces matières qu'on explore, il n'y a pas de vérité révélée, c'est-à-dire que il est important de les regarder justement, comme dirait Philippe, un peu en forum et avec tout type de regard de partenaires et d'apports, et on a besoin de vos apports notamment pour les prochains. Et puis UX, c'est qu'on essaye, et c'est pas qu'un effet de mode depuis le début, de se mettre plutôt du côté, j'allais dire, des utilisateurs, des gens de terrain, plutôt que du côté des experts. Les experts, ils ont plein de tribunes pour ça, les gens de terrain, pas forcément, et donc notre idée, c'est justement de mettre en lumière tous ces organisateurs. Alors, avant de passer, je dirais, la parole à nos grands gourous, je voulais juste vous dire deux trucs encore une fois, sur le terme de data. Et donc sur le terme de pilotage genré. Alors c'est vrai que maintenant ils sont tous, c'est pas Florence qui me dira le contraire, parce qu'ils sont tous en train de te poursuivre pour te demander d'intervenir, donc on est très fiers que tu sois là aujourd'hui. Mais en gros, normalement, je ne sais pas Philippe, depuis 2014 que théoriquement le DUERP devrait être genré. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, moi j'en connais pas, mais enfin s'ils sont là, on sera très très contents. Donc voilà, quel pilotage genré de la prévention et de la qualité de vie au travail et de la santé, au-delà, je dirais, de ce qui est strictement féminin, par exemple. Bon, ça c'est la problématique, et je dirais qu'on est au confluent de deux trucs. Hein. La problématique santé des femmes, santé globale des femmes, qui n'est pas que la santé issue des risques professionnels, qui n'est pas que la santé issue des questions strictement féminines, mais qui est, il y a finalement l'amalgame de la vie, qui est vie perso, vie pro, et dans toutes ses dimensions, et dans tous ses cursus. Et puis l'autre qui est, alors là c'est notre autre marotte au cercle, c'est la data. Et donc les data, et en gros, souvent les data c'est un peu confusif, mais les data c'est les données massives. Et c'est les données massives, c'est pas... Alors, certes, sur les femmes, on a plein de trucs, on a des enquêtes, on a de temps en temps des focus et autres, mais les datas proprement parlé, déjà qu'on les a pas pour tout le monde, les 29 millions de Pékin qu'on devrait tous avoir, dirait l'autre, nos datas, mais voilà. Et donc c'est tout ce que j'ai indiqué là, c'est à la fois ce qui devrait sortir des dossiers médicaux en santé-travail. Alors ça fait un certain temps, comme dirait Canon, que ça devrait exister. En électronique, déjà depuis un bout de temps, il y a déjà eu un premier décret qui, raison Covid, a fait plouf, alors qu'il devait être, je joins tous les MST au dossier médical en personnel. Les DUERP, il devrait y avoir, est-ce qu'on cherche à faire un croisement avec les données qu'on n'a pas pour l'instant nulle part de cursus laboris, c'est-à-dire qu'est-ce que, voilà, la carrière des gens, compte tenu que ça devient de plus en plus polyvalente, ça devient difficile. Les mesures ergonomiques, alors là, avec un certain nombre d'entre vous, et notamment des startups assez géniales qui interviennent de temps en temps, aussi bien sur tout ce qu'on fait sur l'intégration des innovations, aussi bien sur les exosquelettes que sur les IoT, voilà. Il y a un système génial sur lequel il faudra qu'on fasse un focus un jour qui est Everest et qui commence à les IoT et capteurs, et donc c'est plein de choses. Alors voilà, c'est plein de choses. Nous, je vous ai dit qui on était, et maintenant je vous présente nos intervenants, si vous voulez bien. Alors, voilà, Florence l'ai mis en tête, donc Florence Chaper de la NAT, on va la laisser se présenter, surtout piloter les choses après, et puis on aura, je dirais, 3 expériences terrain différentes. C'est-à-dire qu'on a un regard qui est le regard d'une grande entreprise, je veux dire d'un établissement plus particulier, d'une grande entreprise, et Catherine de Terre-et-la-Jolie nous présentera tout à l'heure, au sein de Framatome, c'est les usines de la région de Lyon qui sont là, et donc là c'est un type d'approche de grande structure, avec en plus un type d'approche, je dirais, qui est doublement spécifique à la fois, parce que c'est des industries dans le monde de l'énergie, surtout dans le monde du nucléaire, sur lequel, d'un certain côté, il y a la chance d'avoir une surveillance qui est beaucoup plus précise qu'ailleurs. Donc merci à Catherine d'être là. Docteur Olivier Palmieri, là c'est pas le père, c'est le service
de prévention et de santé au travail interentreprise de la région de Tarbes, donc des Hautes-Pyrénées. Et je dois dire merci Olivier d'être là parce qu'il fait la jonction avec l'Indé, qui était en fait le troisième UX Forum qu'on avait monté sur les data, pas sur les femmes spécialement, mais sur les data en Occitanie. Je dois dire que on est, avec mon président et d'autres, restés complètement raide par terre de la qualité de ce qui était fait et en concertation entre la RAT, la TRETS, des services de santé au travail, l'ARS, enfin bref, ils font un boulot génial. Donc ça, c'est approche, je dirais, à destination de plus petites structures, mais par un service interentreprise qui coordonne tout ça. Mario Di Palma, docteur Mario Di Palma, donc là, j'ai mis les 3 médecins en sandwich, si je peux me permettre, nous les encadrons règlement. Mario Di Palma est oncologue médical à Gustave Roussy. Je veux dire que Gustave Roussy, pardon pour l'avoir fréquenté à titre perso et autrement, c'est un hôpital qui depuis longtemps traite les datas, mais je dirais les datas hospitalières. Et je dois dire que là, je l'ai un peu tanné, parce qu'il est intervenu notamment sur justement des questions de cancer de femmes et d'intégration. Parce qu'il y a que demain, on a à peu près tous une chance sur deux, doit être dans cette cible-là, soit d'être dans la cible du cardiovasculaire, plus le vieillissement qui vulnérabilise tout le monde. Donc, c'est pas pour dire qu'on risque tous de tomber là où on doit tomber, mais en gros, c'est ça. Et Gustave aussi, particulièrement Mario Di Palma, qui anime un certain nombre de plateformes justement d'information là-dessus, nous a fait des trucs tout à fait éblouissants sur notamment la question, puisque la prévention et la détection précoce, par exemple, des cancers est beaucoup plus tôt, on se retrouve, j'allais dire, avec des questions d'intégration au travail qui se posent pour des femmes qui ont 30 ans et pas seulement pour les femmes qui ont 50 ans. Donc c'est des questions plus particulières. Et puis, alors dans deux autres grands gourous, et donc vous voyez qu'on n'est pas raciste, hein, puisqu'en gros on a hommes et femmes, voilà. Donc Jérôme, je ne sais pas si Jérôme est déjà. Donc Jérôme est donc secrétaire général adjoint de CFDT Cadre. Il est surtout connu pour j'allais dire, son penchant et ses travaux sur tout ce qui est innovation, impact des innovations, intégration des innovations. Mais quand on a, j'ai évoqué les premières fois ces questions de femmes et santé-travail, je dirais que ça fait un peu tôt que CFDT Cadre propose des choses là-dessus. La question là aussi, c'est toujours, je veux dire, question lancinante que je vous poserai à tous, ciel, mais et les datas là-dedans, comment est-ce qu'on peut piloter, où est-ce qu'on en est, souvent on n'en est pas très loin, il ne faut pas avoir honte, mais il faut avancer. Et puis Philippe, que je vous ai présenté tout à l'heure, donc Philippe, vous avez tous les droits, sauf celui de vous en aller, comme dirait Baudelaire, même celui de vous contredire. Vous savez que les deux droits fondamentaux de Baudelaire, c'est se contredire et s'en aller. Il y en a un que vous n'avez pas, mais l'autre, vous l'avez. Donc la première, c'est, si vous voulez bien, c'est Florence, la paire. Donc Florence. Donc merci beaucoup Anne-Marie et au Cercle de m'avoir invitée pour partager un peu quelques éléments de ce qu'on a pu travailler depuis maintenant une quinzaine d'années, puisque l'ANACT, depuis 2008, prend en compte alors ce qu'on appelle le genre, mais aujourd'hui on n'utilise plus ce terme, dans nos méthodes d'amélioration des conditions de travail. C'est ce qu'on a appelé chausser les lunettes du genre. Et l'hypothèse que nous avons faite en 2008, à l'époque c'était les troubles musculo-squelettiques, les questions de risques psychosociaux, c'est que prendre en compte les situations de travail et de vie différenciées des femmes et des hommes nous permettrait d'affiner nos diagnostics, nos recommandations et de produire des recommandations en matière de prévention ou d'organisation du travail pour toutes et tous. Ça, c'est très très important parce qu'il ne s'agit pas, autant nous sommes pour une analyse différenciée dans l'analyse des situations de travail, donc on a besoin de données sexuées en santé au travail, sur les conditions de travail, sur les risques, mais nous avons une approche universelle en termes de dispositifs de prévention ou d'organisation de travail. Le but, c'est d'améliorer la situation de toutes et tous. Et là, je reprendrai d'ailleurs le terme du rapport devise, et je reprends celle des ergonomes, adapter le travail à l'homme et à la femme, c'est-à-dire prendre en compte la réalité du travail des femmes et des hommes. Les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes métiers, hein. Il y a une répartition sexuée des métiers, il y a des parcours différents, il y a des conditions de conciliation des temps différentes, mais aussi prendre en compte les spécificités des femmes et des hommes. Nous, on s'est aperçu, en travaillant dans la logistique, que les matériels,
les ports de charge, les cadences n'étaient pas adaptées aux différences biologiques selon le sexe, par exemple. Alors, quand on a commencé à travailler sur ce sujet en 2008, quasiment pas de données sexuelles disponibles en France. Des études épidémiologiques qui étaient toutes choses inégales par ailleurs. On ne voyait rien comme différence entre les femmes et les hommes. Il n'y avait pas de recherche en santé au travail selon le genre, et du coup, on a dû chercher au Québec notre inspiration au moment où Karen Messing venait de produire un certain nombre de données. C'est pourquoi, en 2012, l'ANACT a décidé de publier des statistiques d'accidents de travail et maladies professionnelles selon le sexe. Donc moi, je vais vous présenter quelques données de santé au travail selon le sexe. En fait, on n'en a pas beaucoup. Donc c'est des données partielles. On a un besoin de consolidation, de synthèse. On a des données peu actualisées. Et puis surtout, on a une invisibilisation de certaines atteintes à la santé, comme par exemple les cancers professionnels ou la souffrance psychique. Alors, des données sur les accidents de travail, on en a aujourd'hui sur les 19 millions de salariés du secteur privé. Qu'est-ce qu'on constate depuis 20 ans? Il y a baisse des accidents de travail, mais baisse surtout pour les hommes, moins 27% en valeur absolue, et augmentation pour les femmes, plus 42%. Quand on regarde ces mêmes chiffres en taux de fréquence, ça c'est important, parce qu'il faut prendre en compte les temps partiels des femmes et les heures supplémentaires des hommes, on a aussi une convergence. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les secteurs. Sur bois, chimie, métallurgie, on a baisse pour les femmes et pour les hommes. Mais sur BTP, logistique, transport, on a baisse pour les hommes, augmentation pour les femmes. C'est le signe d'une inadaptation, enfin d'une organisation de travail qui ne s'est pas suffisamment adaptée à l'arrivée des femmes, notamment sur les plans des conditions physiques. La grande augmentation des accidents de travail, c'est en fait les secteurs à prédominance féminine. Les femmes rentrent dans les métiers de la santé, du social, du commerce, même de l'agroalimentaire, de la banque, de l'administration, mais sur des postes exposés aux risques professionnels, mais ils sont invisibilisés et les politiques de prévention sont trop récentes. Et puis en plus, il y a un phénomène d'usure. Les femmes rentrent comme aides-soignantes, enseignantes, vendeuses, aides de finition, aides de quelque chose, etc. Et en fait, elles restent au même poste. Voilà, alors c'est des données qui méritent plus d'affinement pour pouvoir mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Sur les maladies professionnelles, aujourd'hui, alors depuis 20 ans, on constatait un doublement, si je puis dire, des maladies professionnelles qui augmentaient beaucoup plus vite, 2 fois plus vite pour les femmes que pour les hommes. Depuis 2011, il y a eu une revue du tableau de maladies professionnelles, ce qui fait qu'on a autant de maladies professionnelles pour les femmes que pour les hommes. Quand on regarde un peu plus finement, on s'aperçoit qu'il y a surtout des troubles musculo-squelettiques pour les femmes, ça vous connaissez. Il y a beaucoup de maladies liées à l'allergie, ça c'est dans les métiers de la coiffure, dans les métiers de l'onglerie, mais aussi il y a beaucoup plus d'épisodes dépressifs, et ça ce sont toutes les problématiques liées à la souffrance psychique. Mais on sait qu'il y a une sous-reconnaissance, une sous-déclaration, beaucoup de maladies ne sont pas inscrites dans les tableaux de reconnaissance, et en plus il y a une sous-déclaration, notamment pour les femmes. Quand on regarde les dernières données de Santé publique France, on s'aperçoit qu'en fait, là où les maladies à caractère professionnel augmentent, notamment pour les femmes, c'est la souffrance psychique qui concerne plus les cadres et plus les femmes entre 35 et 44 ans. Quand on regarde les cancers professionnels, on s'aperçoit vraiment d'une sous-reconnaissance des cancers. Le travail de nuit, il y a eu plusieurs études du CIRC, de l'ANSES, de l'INSERM. Pour la première fois, il a été reconnu en Moselle cette année que le travail de nuit pour une infirmière était cause de son cancer du sein. Alors là, on espère que la législation va évoluer. Les travaux du SCOP ont montré que les agents chimiques des activités de soins nettoyage étaient un facteur de risque de cancer du sein. L'équipe a pu identifier 7 agents cancérogènes. Il y a aussi d'ailleurs l'amiante. Et quand on voit l'amiante, ça y est, depuis le 15 octobre, il a été reconnu comme cause d'un cancer, du cancer de l'ovaire.
Et l'ANSES a pu identifier des professions plus exposées, les conductrices de machines textiles, les ouvrières non qualifiées de l'électricité. Quand on regarde les accidents de trajet, et là on n'a pas encore beaucoup d'éléments, on voit que depuis 2008, les femmes sont surreprésentées. C'est surtout des chutes, ça n'est pas en voiture, c'est en transport en commun et à pied, c'est sans doute lié au mode de vie, au fait de se dépêcher, mais il n'y a pas eu assez d'études. En ce qui concerne l'absentéisme, là on a eu des données en 2011 qui montraient qu'il y a à peu près un écart de 4 à 5 jours entre l'absentéisme des femmes et des hommes, avec 30 à 40% de plus d'absence pour les femmes, qui ne s'explique pas par les enfants, qui s'explique pour un quart par l'arrêt maladie avant maternité et pour les 3 quarts par les conditions de travail. Ça n'est que cette année qu'une mutuelle a produit dans son baromètre des données d'ailleurs qu'elle n'a pas officiellement publiées, je me permets de le faire sans la nommer. On n'a pas beaucoup de données publiées, voilà, d'absentéisme, voilà. Absolument. Et donc elle manque beaucoup aujourd'hui pour comprendre pourquoi les femmes sont plus absentes que les autres et quoi dans le travail et pourquoi cet absentéisme augmente. Alors quelques éléments de recommandation, encore 2 minutes. Bon. Voilà. C'est que finalement, pour nous au niveau national, il manque réellement une consolidation des données à réaliser. Ce que je vous ai présenté, c'est essentiellement des données du secteur privé. Il faut consolider avec les données du secteur de l'agriculture, de la fonction publique. Dans les données du régime général, on n'a pas de données de synthèse aujourd'hui dans les rapports annuels. On a des données brutes, mais on n'a pas ce qu'on appelle de taux de fréquence, on n'a pas de données sur l'absentéisme, on n'a pas de données sur les inaptitudes, et là il faudrait aller rechercher du côté des données peut-être de la CNAV. Et surtout, on n'a pas de données depuis 2000 de manière longitudinale. Sur les causes des accidents, il faudrait peut-être rajouter des causes supplémentaires, la question des malaises dans les call centers, la question des agressions sexuelles, et dans les maladies professionnelles, intégrer les affections psychiques notamment. Alors, une des premières recommandations que nous pouvons faire, c'est de disposer de données sexuées en santé au travail. Donc, on est dans le sujet. C'est une des recommandations aussi qu'a fait le Sénat récemment, disant que les données sexuées étaient incomplètes, insuffisamment exploitées. Et c'est également sa première recommandation de développer l'élaboration, l'exploitation des données sexuées croisées. Je vous recommande vraiment d'aller regarder ce rapport du Sénat qui est très bien fait et qui est riche d'énormément d'enseignements. Voilà, je vous remercie, puis on peut continuer à réagir. Voilà, c'est génial, merci. Merci Florence, alors pardon du stress du temps, mais c'est toujours la question. En tout cas, un grand bravo et merci. Et donc, je reviens dans les choses à visionner, effectivement, et à ce que disait... ce que dit Florence, c'est-à-dire que le rapport du Sénat... Florence, une question, parce qu'ils vont tous me la poser, et j'aurais tendance à leur dire oui, mais c'est ton support, est-ce qu'on pourra... Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc voilà, non seulement il y aura... attendez que j'affiche mon truc, non seulement on aura replay, blablabla, voilà, je vais arrêter le partage pour un temps, personne ne parle... On va afficher les caméras actives, voilà. Et donc, non seulement vous aurez le replay lundi prochain ou plus tard, mais en même temps, on aura donc aussi les supports. Donc, merci. Voilà. Et la caméra est ici. Enfin, toutes elles sont partout, voilà. D'abord, merci Florence. Je crois que tout le monde était passionné. Comme moi je l'ai été, c'est toujours aussi brillant, concis, et à chaque fois que je l'écoute, et que je l'écoute souvent, j'apprends encore plus. Donc, elle modifie, il faut le dire, sa parole, et elle modifie aussi donc son PowerPoint régulièrement. Donc félicitations, parce que peu le font, moi-même de temps en temps je ne le fais pas, je l'avoue, et c'est stimulant, très stimulant. Alors, je dirais 3 points. D'abord, oui, le rapport du Sénat à lire, c'est obligatoire, c'est un peu notre Bible. 2, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est effectivement toute la problématique, différencier sans discriminer. Et l'une des explications pour lesquelles on a tant de retard dans l'appréhension de la question du genre au regard des risques,
les risques professionnels, c'est lié en grande partie à cette peur de discriminer. Que si vous arrivez effectivement à des résultats qui montrent que le personnel féminin, les salariés féminins sont finalement davantage absentes que les hommes, ça peut avoir des conséquences. Alors, il y a deux conséquences possibles, c'est-à-dire que soit on améliore les choses, soit on considère que c'est mauvaise pioche de recruter une femme. C'est clairement le risque, pardon d'interrompre, mais c'est clairement le risque. Et quand on a regardé les choses à un niveau international avec Cyril Gauve, justement, donc, en septembre dernier, ce qu'il nous a dit, c'était la grande crainte, et d'un certain côté un peu le revirement presque de l'OIT sur ces données-là, c'était la crainte de la stigmatisation. Et donc on est vraiment dans des équilibres politiquement difficiles. Tout à fait. Et j'ajoute que c'est une crainte qui est partagée aussi bien par les organisations syndicales que les organisations professionnelles. C'est vraiment la peur de retourner vers une sorte de discrimination. Enfin, dernier tout petit point, et ensuite je m'arrête là, ça concerne les statistiques. Alors, les statistiques de trajet, parce que c'est quelque chose que nous connaissons bien, et effectivement, les femmes ont davantage d'accidents de trajet que les hommes. Mais ces accidents de trajet sont rarement graves et rarement mortels. Les accidents de trajet graves et mortels sont l'apanage des hommes. Donc, et alors pourquoi est-ce que je le dis? Tout simplement parce que à la fin des fins, ça a une conséquence. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, il y a différentes mailles pour regarder. Et la tendance un peu naturelle, que ce soit de l'administration, du monde politique, et évidemment du monde de l'entreprise, c'est de retenir les chiffres les plus marquants. Donc, là en l'occurrence, ce sont les hommes qui sont en danger. Accident grave et mortel. Celui qui conduit un camion ou une bicyclette pour livrer une pizza et qui a un accident, c'est plutôt un homme qu'une femme. Du coup, on a eu tendance à sous-estimer ces accidents. Et ce que je dis pour les accidents de trajet vaut pour l'ensemble des accidents des maladies pro. Il y avait une tendance à surévaluer les risques majeurs qui étaient des risques qui étaient considérés comme essentiellement masculins. Ce qui explique aussi pourquoi cette question du genre a été si longtemps occultée. Alors je m'arrête là parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir aussi passionnantes. Vous repiquez la galette de micro et puis merci parce que effectivement c'est ça, c'est toujours la crainte entre stigmatisation, discrimination ou affectation à de mauvaises causes, ou enfin bref, les choses sont compliquées, mais je dois dire que ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant on a le courage et la transparence de les aborder, et donc c'est bien. Et donc on va passer, si vous voulez bien, un petit peu la deuxième partie de notre spectre. On essaye de faire un peu œil de fourmi avec différentes autres, et donc on va demander au docteur Ajoni, donc là maintenant, notre brochette de médecin, si je peux me permettre, pardon de vous traiter de brochette, hein, parce que chacun, encore une fois, est différent de la même façon. Docteur Ajoni, donc vous êtes, ce que je disais tout à l'heure, dans un établissement un peu spécifique, hein, qui est Framatome, c'est pas, je veux dire, l'industrie de base de tout le monde, c'est aussi une grosse structure, c'est une structure qui se développe beaucoup. Pour vous dire les choses par parenthèse, nous, on a de temps en temps quelqu'un qui est tout à fait remarquable, qui est une jeune ingénieure, elle, ergonome, et qui suit justement les questions d'intégration des innovations, et notamment d'impact sur les femmes, d'intégration des innovations, que ce soit les exosquelettes, les capteurs, et tout ça. Et donc c'est grâce à elle, je rends à César ce qui est à César, que j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Catherine, Catherine Lajoni. Donc Catherine, c'est à vous, je vais rebrancher et repartager mon écran. Pas tarder, voilà, tous les... pour vous passer la parole et peut-être
Peut-être aussi, peut-être Catherine, vous laissez vous présenter avec notamment votre cursus qui vous a amené, je dirais, à la fois comme médecin militaire à connaître, j'allais dire, que je dis ça c'est important parce que j'aimerais bien qu'on fasse un jour un focus sur les activités, j'allais dire, militaires ou d'intervention en crise. D'un certain côté, l'intérêt, enfin pardon de dire ça, mais c'est comme les sportifs, c'est qu'ils connaissent par essence les situations extrêmes. Et donc c'est toujours intéressant de regarder ceux qui se confrontent à ça. Donc voilà. Et puis vous avez aussi connaissance de ce fameux outil que vous avez maîtrisé dans une, j'allais dire, et utilisé dans une vie antérieure et qui est l'outil Everest. Alors Catherine, c'est à vous, on vous passe le micro. Allez, écoutez avec plaisir. Donc oui, vous l'avez dit, moi j'ai une carrière en 2 temps. Une première partie qui a été dans les armées, comme médecin militaire de l'armée de terre, de corps de troupes, très clairement. Donc voilà, une première partie d'expérience. Et puis au moment où on nous demande ce qu'on veut faire, si éventuellement on souhaite prendre votre retraite des armées, effectivement j'ai levé la main. Et je suis allée assez naturellement en santé au travail, parce que l'habitude de faire de l'aptitude, parce que l'habitude de suivre les gens sur leurs conditions de travail, parce que l'habitude aussi de travailler finalement dans une collectivité. Voilà, et donc très naturellement je suis allée vers la santé au travail, donc je me suis reconvertie, ça fait partie des prérequis de la faculté, et même dans ce parcours en santé au travail, j'ai commencé en service inter-entreprise, et puis assez naturellement je suis revenue vers du service autonome, toujours l'idée d'appartenir à une collectivité et voilà, et d'être au sein d'une collectivité pour faire un travail de médecin. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de mon parcours. Pour vous situer Framatome, vous en avez parlé, c'est une entreprise un petit peu différente qui fait partie de la métallurgie, avec un risque très particulier qui est le risque nucléaire. Et sur cette entreprise-là, donc moi je suis sur le site de Lyon. Alors le site de Lyon est aussi un site un peu particulier, contrairement à ma collègue par exemple qui est à Châlons et qui suit que des personnes qui sont ce qu'on appelle DATR, c'est-à-dire exposées au rayonnement ionisant. Moi je suis une population qui est assez panachée, sur laquelle j'ai à peu près 2720 personnes dans mon effectif à suivre. Et parmi ces personnes-là, j'en ai que 20% qui sont vraiment des intervenants qui vont en centrale nucléaire, qui sont exposés au rayonnement ionisant. Et sur ces 20%, je n'ai que, et là vraiment là je dis que, à peine 8% de femmes, et je reviendrai là-dessus parce que du coup, ce sont des personnes pour lesquelles on fait un suivi individuel, mais pour lesquelles les datas vont être très difficiles à trouver puisqu'elles sont très peu nombreuses. Donc, avant qu'on ait des chiffres qui soient parlants, il va falloir les suivre et il va surtout falloir tenir ces chiffres-là, arriver à les incrémenter et arriver à les suivre dans le temps. Donc très clairement, il faudrait qu'on crée une cohorte, si vous voulez suivre ces femmes qui sont plutôt des jeunes femmes dans le temps et qui sont exposées au rayonnement ionisant pour qu'on arrive à sortir quelque chose. Et puis l'autre partie de ma population, ce sont principalement des ingénieurs, et il y a de plus en plus de femmes chez nos ingénieurs, donc effectivement j'ai une population de femmes qui commence à augmenter, puisqu'on a presque 30% de femmes sur cette population d'ingénieurs. Et là, j'ai d'autres risques, du coup. D'autres risques qui sont principalement des risques qui sont liés à de nouvelles conditions de travail, télétravail, qui a augmenté de façon exponentielle depuis la fin du Covid. On est rentré d'un coup d'un seul dans un télétravail qui est massif et voilà, et qui me questionne beaucoup, alors de façon générique sur qu'est-ce que ça va donner en termes de sédentarité, en termes d'isolement, en termes de risques psychosociaux, en termes d'appartenance à l'entreprise, si on va encore plus loin, si on se place du côté de l'employeur, qu'est-ce que ça va générer. Moi, quand je suis arrivée il y a à peine 2 ans chez Framatome, on m'a beaucoup parlé de l'esprit Framatome, d'un fonctionnement d'entreprise. Et nos jeunes qu'on intègre là, alors en plus on intègre beaucoup, puisque le nucléaire, on a une bascule, est reconnu comme une énergie possible pour l'avenir. On intègre beaucoup de jeunes, et je me demande quelle va être aussi l'adhésion à l'entreprise de tous ces jeunes qui arrivent. Voilà, donc c'est
beaucoup de questions que je me pose, en particulier sur la partie risques psychosociaux, vous l'avez dit, moi j'ai beaucoup travaillé, alors j'étais avant dans une autre entreprise avec de l'automobile, j'avais beaucoup travaillé avec Everest, qui est un dispositif qui est solide, hein, qui permet de l'anonymisation de données, qui permet de comparer des typologies d'entreprises aussi entre elles. Est-ce que je vous interromps 30 secondes, Catherine, est-ce que vous pourriez juste dire 2 phrases pour Everest pour les nuls? Alors, Everest pour les nuls, alors comment dire, c'est une façon d'intégrer dans un dispositif qui existe et qui a été mis en place par des médecins et des médecins du travail, d'intégrer des données qui du coup vont être anonymisées, et si on le fait bien on peut anonymiser mais de façon assez fine pour retrouver un petit peu ses petits, c'est-à-dire si on a une unité particulière, ben on donne un code particulier, et on a une 50aine de questions, hein, c'est quand même assez poussé, ça va des risques psychosociaux aux conditions de travail, à tout ce qui peut être travail debout, travail posté, avec des risques qui sont clairement identifiés. Et si c'est bien incrémenté par de très nombreux médecins, on va pouvoir aller rechercher justement des comparaisons avec des typologies d'entreprises. On peut chercher des entreprises de plus de 500 salariés et aller regarder un peu pour se comparer sur certains facteurs en se disant, ben voilà, si je veux regarder si je suis en risque de TMS plus à risque qu'une autre entreprise, et ben je vais aller regarder par rapport à une autre population, soit du même bassin d'emploi, soit d'un bassin d'emploi différent, soit voilà. Et ça permet d'avoir des datas qui permettent un petit peu d'aller se comparer et d'aller s'améliorer, évidemment. Hein, c'est quand même ça le but derrière. Donc voilà, moi. Merci Yann. Justement, là-dessus, alors, on voit bien, là, vous avez une population qui est un peu... Restez là, coupez pas votre micro, on a besoin de vous. Je suis là. Vraiment, voilà. Comment vous voyez, parce que on est tous en train de balbutier, vous avez l'intérêt, si je peux me permettre, c'est d'avoir donc ces populations qui sont bien spécifiques et qui demandent via, on l'avait écouté à une époque, enfin quand on les réécoute, CISERI, qui est le fameux dispositif de suivi par dosimètre des expositions. Alors c'est uniquement centré sur les expositions au rayonnement ionisant, mais c'est aussi utilisé. Vous utilisez Everest, donc on va faire le lien tout à l'heure avec, immédiatement après avec Olivier, qui est, je crois, l'a utilisé aussi, ou dans son réseau, ils ont utilisé aussi dans le dispositif IODA d'Occitanie là-dessus. Vous avez donc, on voit bien que vous avez à la fois une population émergente de jeunes femmes, pour le coup, dans les ingénieries, et une problématique qui en rajoute, si on peut se permettre, par le télétravail. Comment vous voyez, vous, et comment vous auriez envie, si vous aviez toute l'attitude, pardon de vous poser la question un peu à blanc comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire, si vous pouviez, sur cette question de femmes et de data? Parce que, je veux dire, encore une fois, nous, notre conviction, c'est que bien sûr, il y a tout ce qui est préoccupation individuelle, et donc là, les médecins du travail font super leur boulot là-dessus. Mais on a un vieux besoin, j'allais dire tous, et non seulement à l'intérieur de chaque entreprise ou de chaque secteur, mais globalement, d'avoir des données collectives qui permettent, j'allais dire, pardon, j'ai fait du market dans mon jeune temps, mais de la segmentation et des ciblages qui sont plus appropriés et qui sont d'un certain collectif pour permettre... Qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous, voilà, si vous pouviez tout faire? Alors, si je pouvais tout faire, je pense qu'il faudrait utiliser justement l'outil Everest, hein, moi qui me semble déjà fort robuste, et puis travailler éventuellement à mener des nouvelles questions ou des nouvelles rubriques pour le compléter. Voilà, pas partir de zéro, mais compléter quelque chose qui existe, qui du coup serait peut-être un peu plus adapté sur certaines questions à l'ère du temps. Et puis qu'on le remplisse collectivement, quoi, que finalement ça fasse quasiment partie des outils à remplir, en plus de notre DMST par exemple, on pourrait voilà, travailler en le remplissant à chaque visite périodique, ça aurait du sens. Merci à vous, parce que je crois que c'est une suggestion d'un de nos premiers, soit atelier interne, soit truc ouvert globalement, notamment là-dessus, parce que je crois, d'après ce que j'ai compris, moi je ne connais pas bien Everest, mais que ça a beaucoup évolué récemment, et justement de l'impulsion. Alors
on va donner... Ah non, zut, je ne suis pas sur le bon truc. On va donner la parole à Olivier Palmieri, parce que je crois que vous, dans votre réseau, alors je ne sais pas si c'est vous directement, mais je vois votre collègue avec qui vous étiez l'autre jour, donc Michel Desborola, donc, qui est aussi un ancien inspecteur, médecin inspecteur du travail, et qui maintenant est dans un service interentreprise à Toulouse, donc à Prévaly, qui me disait justement que dans son action, il faisait converger donc à la fois les données d'Everest et puis les données santé-travail. Alors, Olivier, c'est à vous. Vous voulez bien peut-être à la fois non seulement dire comment on s'est connu, mais surtout ce qui est important, c'est dire comment vous prenez les choses. Voilà. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, donc on s'est connus au travers d'un dispositif en Occitanie qui s'appelle le dispositif IODA, qui est un observatoire des inaptitudes qui est basé sur des données collectées dans l'ensemble des services de santé au travail d'Occitanie, des 13 départements. Et ces données sont collectées pour faire le lien entre inaptitude, problèmes de santé, poste de travail. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus et déjà à 2 reprises on a présenté dans ce contexte en fait les données issues du dispositif IODA. Donc, récemment d'ailleurs à Antica à Toulouse. L'occasion effectivement d'échanger sur ce sujet. Oui, juste vous interrompre 2 secondes pour dire que nous, on est très très fanats. Ce qu'ils ont monté, c'est vraiment génial, parce que c'est participatif et très opérationnel. C'est-à-dire que c'est à la fois de la recherche-action, et en même temps, ça aide très directement, avec 2 filles absolument top, l'une est statisticienne et l'autre est épidémiologiste, et donc ils ont réussi à faire bosser, j'allais dire, 25 services interentreprises de santé au travail sur une thématique avec une toute petite voix très gentille, pas du tout impérative comme la mienne. Elles ont poussé tout ce monde-là à remplir très très bien, et l'exploitation en est géniale. Alors donc nous on est Red Fana et complètement groupie de tout ça. Olivier, pardon, je vous ai coupé la chic, je vous la redonne. Pour poser le contexte, j'ai repris les données issues des suivis de santé qui ont été effectués par l'ensemble des médecins et des infirmiers du service depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à ça. Il est revenu, merci Olivier. Alors vous êtes toujours là, est-ce que vous êtes redésigné comme vous? Je suis revenu. Vous avez la main ou pas? En fait, j'ai été éjecté de... Ah bah d'accord, j'ai pas fait exprès, mille pardon. Et donc là, vous y arrivez ou pas? Il n'y a pas moyen de présenter ces dates. Normalement, si. Ouais, juste que vous suiviez parce que j'avais quelques chiffres à vous donner. Donc, bon, bah, alors. Est-ce que j'y arrive? Putain de bordel. C'est pas grave, on va perdre du temps là-dessus. Donc en fait, nous, pourquoi est-ce qu'on a récupéré ces données saisies par les médecins et les infirmiers? Parce qu'on est dans une phase actuellement dans notre service de renouvellement d'agrément. Qui dit renouvellement d'agrément, dit projet de service. Et pour faire les choses de bonnes conditions, en fait, on demande de faire une analyse des données qui sont issues des précédentes périodes de travail, notamment pour le suivi de santé sur la période de janvier 2020 à octobre 2023. Ceci nous a permis de mettre en place le diagnostic territorial et nous avons effectivement décidé cette fois-ci de faire une distinction entre hommes et femmes par rapport aux données qu'on a pu exploiter. Pour l'info, les données que je vais aborder, en fait, sont issues d'à peu près 15 000 visites réalisées entre janvier 2020 et octobre. Combien vous avez dit? 15 000? 15 000? 15 000 visites, oui. Bravo. Oui, 15 000. Alors, on en fait plus de visites, mais ça, je veux dire que c'est sur ces 15 000-là qu'on a pu faire ressortir des données statistiquement exploitables et des données consolidées. Donc, sur ces visites, on a un effectif suivi qui est majoritairement féminin. Nous avons 52% de femmes et 48% d'hommes. Alors, il y a une explication, c'est que dans les Hautes-Pyrénées, la SMT ne suit pas le bâtiment. Le bâtiment qui est majoritairement masculin. Je pense que si on suivait le bâtiment, on aurait peut-être un ratio homme-femme qui serait assez proche de ce qu'on trouve habituellement au niveau régional ou national. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à ça, donc on a 52% de femmes et 48% d'hommes. Si on regarde après les inaptitudes, on va se retrouver avec 67% de femmes et 33% d'hommes. Il y a une grosse différence aussi statistique par rapport à l'effectif suivi entre les hommes et les femmes. Si l'on regarde le secteur d'activité, ou plutôt le poste occupé par les femmes qui ont dû être
reclassés ou licenciés pour cause de santé, on tombe essentiellement sur le secteur de l'aide à domicile, qui est majoritaire. Ensuite, le secteur de la vente par correspondance, les vendeurs. On a un pôle de vente par correspondance dans les Pyrénées, ça c'est pas dans les Pyrénées, ça c'est pas forcément, mais c'est un gros pôle. Donc sur les plateformes, hein, plateformes téléphoniques, qui sont des gros pourvoyeurs également aussi de soucis au travail. Également des postes qui concernent l'activité d'entretien, de nettoyage et de ménage. Donc si on regarde chez les femmes, donc l'aide à domicile, c'est là où on fait le plus d'inaptitudes. En fait, ça représente, dans la proportion des inaptitudes que l'on fait, ça représente 20%. Mais si on regarde après, par rapport à l'effectif global, nous n'avons donc que 7% entre guillemets de femmes qui travaillent dans ce secteur par rapport à l'ensemble de nos salariés. Mais parmi ces 7%, nous avons donc surreprésentation des inaptitudes. Ça représente en fait 3 fois plus d'inaptitudes. Si on fait la même chose chez les hommes, ils sont moins nombreux. Là, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on a une proportion d'inaptitudes qui reflète un petit peu la proportion de l'effectif global que l'on suit dans le service. Donc là, il y a une surreprésentation des femmes dans le secteur de l'aide à domicile qui amène à des inaptitudes. Par rapport à ça, ensuite, on a essayé de voir quels étaient les diagnostics médicaux liés à ces inaptitudes. Et là aussi, il y a une différence entre hommes et femmes. La majorité des diagnostics d'inaptitude chez les femmes sont liés plutôt à des problèmes de souffrance mentale au travail. Donc, chez les hommes, on va retrouver plus facilement les troubles musculo-squelettiques, et chez les femmes, les troubles liés à la santé mentale. Donc ça, c'est pour les différences qu'il peut y avoir entre hommes et femmes au niveau des inaptitudes. Ensuite, on a fait aussi un recueil, on fait un recueil régulièrement dans les dossiers médicaux de ce qu'on appelle le ressenti au travail. En fait, on repère la présence d'au moins un critère de risque psychosocial, que ce soit, c'est les critères du rapport Black, l'intensité dans le travail, exigences émotionnelles, etc. Donc, on a retrouvé à peu près un critère de ressenti négatif, on l'a appelé comme ça, de ressenti négatif au travail chez à peu près 13% des travailleurs. Et là également, il y a une différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes. Le ressenti négatif au travail est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et si on creuse dans le détail de ce ressenti négatif, vous allez avoir chez les femmes, majoritairement, comme ressenti négatif, le travail qui est ressenti comme pénible psychologiquement. En deuxième position, vous aurez tout ce qui est difficulté relationnelle au travail, que ce soit avec les collègues, avec la clientèle. Et vous avez également la charge cognitive, qui ressortent vraiment, alors que chez les hommes, on retrouve plutôt d'autres choses, de manque de soutien, des investissements. Mais il y a aussi une grosse différence statistiquement significative sur l'échantillon qu'on avait sur ce ressenti négatif entre femmes. Ce qui nous a, après, mené à décider, au niveau de notre commission médico-technique, de partir sur un projet de service, pas sur un des éléments du projet de service, mais pas que ça, que l'on a intitulé « Bien vieillir au travail au féminin », avec plusieurs objectifs. L'objectif déjà, c'est de développer les compétences des médecins et des infirmiers du service sur ce sujet, d'adapter les conseils de prévention, notamment dans le cadre de nouvelle visite qui a été mise en place, la visite de mi-carrière, cette visite que l'on fait à l'âge de 45 ans, et également de développer un peu plus les réseaux avec la médecine de soins. Voilà un peu, donc pour nous c'est un démarrage, parce que le projet va démarrer en 2024, et je reviendrai peut-être dans la suite pour vous apporter un petit peu les éléments qui en seront ressortis. Bah écoutez, bravo, on est tous un peu frimés et c'est vraiment intéressant et c'est bien que vous ayez pris cet axe-là. Peut-être que alors je vais demander à nouveau à Philippe et peut-être à Florence quelques mots de commentaires, je veux dire sur les deux premiers, donc pas trop le manipuler parce qu'après ça fait du bruit et moi je manipule ma caméra. En tout cas, merci. Bravo. Par rapport à, oui, très intéressant. Par rapport à, finalement, moi je me dis cette question de collecte des données, de data, c'est vrai que nous on les pense au niveau national, mais je trouve que les données, la qualité des données, ce que vous faites en collectif, aussi bien au niveau Framatome qu'au niveau du SPST autour de Tarbes, c'est très intéressant cette collecte à partir du terrain. Et moi, je crois parce que le problème des données nationales, c'est qu'on ne peut pas donner d'explication. On n'a pas les facteurs de cause. Alors que vous, d'avoir dans un certain nombre d'endroits en France
des groupes qui s'astreignent à collecter régulièrement sur des cohortes quand même de plusieurs milliers de personnes, donc ça commence à avoir de la valeur. Moi, je trouve que c'est ça dont on a besoin. Je sors d'une réunion dans le cadre du PST4 et une des conclusions, c'était les données, on en a besoin, mais on a besoin de connaissances, parce qu'on a besoin d'expliquer les choses. Et du coup, je trouve que ce mixte quanti-quali voilà, est très intéressant. Et puis, autre chose qui me frappe là dans ce que vous dites, c'est la question tous les deux, hein, c'est la question de la souffrance psychique, notamment chez les femmes, qui est quand même la souffrance mentale. Et ça, je pense que c'est un sujet qu'on commence à parler des risques psychosociaux. Il y a eu un rapport d'ailleurs de l'Assemblée nationale sur la souffrance mentale. Voilà, c'est un sujet. On va prendre le débat là-dessus parce que je pense que plein de monde a des choses à dire. Philippe, encore une fois, vous avez tous les droits aussi. Alors, en deux mots, d'abord, je pense qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont inventé Everest, parce que c'est vraiment un outil qui est quasiment un outil magique, une sorte de couteau suisse qui permet d'abord d'avoir des premières analyses, de les approfondir et de contextualiser un certain nombre de données. Alors c'est un outil qui évidemment est assez lourd, dans la mesure où il ne peut pas être changé à tout moment. C'est une cohorte, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit sur un temps long. Donc les éléments nouveaux apparaissent, mais au compte-gouttes. Cela dit, ils apparaissent. Et je rends hommage à ceux qui travaillent là-dessus, parce qu'ils ont l'intelligence de modifier comme il faut ce questionnaire qui est brillant, mais qui demande aussi du temps. Et je remercie aussi les médecins du travail, d'avoir l'obligeance de remplir ce formulaire. Ensuite, deuxième point, sur le fond, la charge mentale. Je crois que c'est ça qui est une des caractéristiques, disons, de la pénibilité au féminin. J'aimerais utiliser ce terme, pénibilité au féminin. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans toutes les catégories ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a parlé des aides ménagères, des aides, des assistantes de vie sociale, mais les ingénieurs affirmateurs se retrouvent exactement dans la même situation. Et le fait qu'il y ait du télétravail n'implique absolument pas une décharge mentale. A priori, voire au contraire. Penser. Et donc, ça va être un des enjeux majeurs, c'est de voir si, pour des personnes de sexe féminin, le télétravail, ce n'est pas des exigences supplémentaires à compiler en 24 heures plusieurs vies. Ça sera une question. Mais on va y réfléchir après. Merci Philippe et merci Florence. Je suis toujours sur mon timing et un grand merci à tous les deux d'avoir regardé les choses enfin non seulement regardé, mais je crois qu'il y a 3 trucs que vous dites. C'est diagnostic, donc il faut des données pour faire du diagnostic. Il y a donc avec avant tout ce qui est collecte et analyse. Et puis il y a la partie aussi recherche. Et aussi la partie action, c'est-à-dire que moi ce qui me frappe dans je vais l'un comme je vais l'autre, c'est que ce que vous recherchez, ce que vous collectez, ce que vous analysez, va guider directement les décisions de plans d'action que vous allez mettre en place. Et encore une fois, c'est la force du terrain. Alors, on a autre façon de voir le terrain, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est tous quelque part ou déjà, ou potentiellement, ou demain dans la cible de ce que sont finalement ce qui est grandissant avec les enjeux de vieillissement, de ce que sont les maladies chroniques au travail, et plus particulièrement les cancers, et les cancers au travail. Alors, on a la chance, merci Mario, d'avoir le docteur Mario Di Palma de Gustave Roussy, que je dirais, je connais à titre personnel, voilà, mais en même temps qui aussi travaille,
et qui de temps en temps, pardon Mario, et qui aussi, alors, Gustave Roussy, de par sa taille et son aura internationale, a une pratique pour le coup de travailler sur les données. Alors je vous dis toutes mes façons de penser, c'est qu'au début, vous voyez, ça fait 3 ans qu'on se bat comme des malades pour essayer de faire surgir ces questions de données par les DMST, les DERP, et en gros, c'est toujours... c'est intéressant, mais on verra plus tard. Donc je dois vous dire que tous les gens qui théoriquement, autour du numérique en santé, devraient s'occuper de ça, on les a reçus depuis 4 ans, mais c'est très intéressant comme sujet. Et donc il y a l'autre façon de prendre, qui est de dire, on va regarder pour le coup les populations, les segments qui sont déjà touchés, qui sont potentiellement touchés par ces maladies chroniques, et on va regarder justement la relation de travailler avec, alors pardon Marion, parce que je dévoile ce que sont nos batteries pour demain, avec vous, avec Unicancer et peut-être, et sans doute avec d'autres, c'est d'inverser l'œil et de regarder, pas du côté, j'allais dire seulement guérison ou soin, mais aussi du côté justement et prévention et appréhension de ceux, et là pour le coup aujourd'hui, c'est celles qui sont, qui peuvent être dans la cible ou qui l'ont été, comment les choses se passent. Je dis parce que dans les missions des médecins du travail et dans les missions des DRH, c'est aussi, j'allais dire, ce qu'on appelle l'inclusion, et c'est aussi de pouvoir inclure. Voilà, donc Mario, c'est à vous si vous voulez bien. Est-ce que vous avez votre micro qui marche ? Notre groupe. Alors évidemment, quand on parle de cancer, cancer, femmes et travail, on va dire pour les 3 mots-clés, d'abord, je veux insister sur une chose, c'est que un des progrès qui est en train de se mettre en place aujourd'hui dans le domaine du dépistage des cancers, c'est d'aller maintenant sur des dépistages qui sont de plus en plus ciblés. Alors je sais bien que c'est un terme qui est à la mode, mais c'est quelque chose qui est en train de devenir une réalité avec un programme qui est initialement piloté par Gustave Roussy, qui s'appelle Interception, mais qui a vraiment vocation à devenir un programme national. En gros, l'idée, c'est en s'appuyant sur les médecins généralistes essentiellement, mais aussi sur les pharmaciens d'officine, avec un questionnaire initial très simple, d'évaluer les facteurs de risque individuels des personnes et de pouvoir ensuite les orienter vers une journée où on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse des facteurs de risque, en analysant en particulier des facteurs environnementaux, en analysant des facteurs génétiques, à la fois personnels, individuels, mais aussi familiaux, de pouvoir proposer aux personnes d'abord un programme de suivi adapté qui soit un peu différent de ce qu'on peut proposer pour tout le monde la même chose, et donc on espère ainsi avoir une adhérence, une adhésion au programme plus intéressante. Et puis travailler aussi sur les facteurs de risque qu'on aura identifiés pour essayer de faire non seulement du dépistage adapté, mais peut-être de la prévention. Alors évidemment, Anne-Marie, quand vous m'avez parlé du sujet, premier élément qui m'est venu en tête, et vous l'avez déjà évoqué, bien sûr, c'est le travail de nuit, évidemment. On a maintenant des données qui sont, je pense, assez fiables. Le Centre national sur la recherche sur le cancer de Lyon, dès 2016, avait sorti des données. On a aussi des données expérimentales. On a des travaux de l'INSERM. Le CIRC, en 2019, est revenu et a classé, en fait, le travail de nuit comme probable facteur carcinogène, avec en particulier, puisqu'on parle des femmes, une augmentation de risque de cancer du sein de l'ordre de 30%. Avec également des données expérimentales chez l'animal qui vont dans le même sens, probablement par le biais d'ailleurs pour faire simple, d'une diminution d'un effet immunosuppresseur, diminution du système immunitaire, qui probablement est un des éléments favorisants, pas le seul probablement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des facteurs indirects, c'est-à-dire que quand les personnes travaillent de nuit, et je dis bien les personnes, pas seulement les femmes, mais on a aussi une augmentation des pathologies cardiovasculaires, on a probablement plus de consommation de tabac par exemple, des problèmes de surpoids et d'obésité aussi plus importants. Or, on sait que tabac et obésité sont aussi des facteurs de risque des cancers du sein. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va arrêter de faire travailler les gens la nuit? Bien sûr que non. Et dans mon domaine en particulier, moi, il m'est arrivé de travailler de nuit, pas comme les personnes qui travaillent de façon régulière, mais évidemment pas. Par contre, ce qu'il faut faire, certainement, c'est accompagner ces personnes. Je sais que vous le faites, bien sûr, et des médecins du travail autour de
cette table, et je sais que les gens sont maintenant bien au courant de ces facteurs-là. Et donc, l'accompagnement, pour moi, il est de deux ordres, finalement. Il est d'être bien, effectivement, vigilant sur ces personnes et de faire probablement un dépistage. Et c'est pour ça que un programme comme Interception est intéressant, parce que c'est aussi intégrer les autres facteurs de risque que peuvent avoir ces personnes, qui peut-être vont les mettre dans des groupes à risque encore plus importants en termes de dépistage et de suivi par rapport, en particulier chez les femmes, par rapport au cancer du sein, bien entendu. Mais c'est aussi d'avoir un accompagnement pour favoriser l'arrêt du tabac. On peut imaginer, je suis pas un spécialiste comme certains autour de cette table, des problématiques psychosociales du travail de nuit, mais on n'est pas très surpris, si vous voulez, de voir que les gens qui travaillent la nuit fument peut-être un petit peu plus pour diverses raisons. Donc, effectivement, les accompagner. Pour les problématiques autour de l'activité physique, autour de l'alimentation, autour de l'obésité, la prévention et le traitement de l'obésité, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et c'est probablement des collaborations à avoir avec, bien sûr, les médecins du travail, évidemment, avec les épidémiologistes. Parlait tout à l'heure, Anne-Marie, d'études. Il y a des études maintenant, effectivement, qui se sont intéressées, et celles publiées par l'INSERM en 2018, par exemple, ils ont été regardés, en fait, des études d'épidémiologie de survenue de cancer du sein. Ils ont été regardés les conditions de travail des personnes, en fait, pour essayer de trouver des associations. Il y a sûrement des choses à faire. Et puis, au niveau, je dirais, presque individuel des entreprises, qu'on essaie de faire chez nous, par exemple, à Gustave aussi, puisqu'on est un établissement de santé, donc avec des gens qui travaillent de nuit par définition, c'est effectivement de ne pas les oublier lorsque, par exemple, là j'étais tout à l'heure sur un programme qui se met en place sur la gestion de l'erreur. Un projet tout à fait intéressant, mais c'est de ne pas oublier les personnes qui travaillent le nuit quand on met comme ça des programmes qui visent à améliorer la qualité des soins et la qualité du travail. Donc ne pas oublier les personnes de nuit, les impliquer. Et ça, c'est quelque chose dans les établissements, je pense, qui n'est pas toujours fait, à commencer par dans les établissements de santé. Et puis, effectivement, en collaboration avec les médecins du travail, bien avoir peut-être des programmes peut-être plus adaptés par rapport à ces personnes pour les accompagner, pas seulement du dépistage du cancer du sein, d'accord, mais aussi l'accompagner sur les problématiques autour des modes de vie, encore une fois, le tabac, les autres intoxications, le surpoids, etc. Donc, je pense que là, on a vraiment une prise de conscience, et je pense que, parce que j'ai discuté un peu, ça s'est décidé un peu au dernier moment, ma participation à votre réunion. Du coup, j'ai quand même passé un coup de fil à mon médecin du travail, quand même. Et oui, ce qu'elle m'a confirmé, c'est qu'effectivement, il y avait une bonne connaissance dans le milieu des médecins du travail de ces problématiques, et que le problème était souvent plutôt du côté d'ailleurs des employeurs, et pas seulement de l'employeur au sens direction, si vous voulez. C'est aussi, je pense qu'il y a un élément très important, c'est d'inclure les équipes de nuit dans les projets qu'on peut être amené à mettre en place. Ça me semble très important de les embarquer sur ces projets-là pour qu'ils se sentent peut-être un peu moins isolés, et je pense que c'est un des moyens aussi d'améliorer la qualité de leur vie au travail. Voilà, de façon très succincte, ce que je vous... Merci Mario, et c'est vrai qu'on aurait, on aurait plein de questions à vous poser, notamment sur ce qui a été évoqué de façon un peu sous-jacente là, et qui était la montée finalement des questions liées de santé mentale, de stress et de télétravail. Alors je pense qu'avec les 2 ans, j'allais dire, de télétravail massif, on n'a pas forcément encore le recul, mais je pense que ça serait intéressant effectivement d'avoir un peu comme, j'allais dire, comme indicateur un peu systématique pour voir en quoi c'est corrélé, qu'est-ce qui est corrélé à tout ça. Voilà. Merci Mario. Alors, j'aimerais, avant qu'on ouvre peut-être le débat, je ne sais pas s'il est là quelque part. Jérôme, est-ce que tu es encore par là? Monsieur Jérôme? Oui, je suis là. Ah ben voilà. Un petit coup de caméra, et alors
pendant que Jérôme, Jérôme Jevin, lui, il est, j'allais dire, le renifleur des innovations et des enjeux d'innovation, des enjeux de demain en tous azimuts au sein de CFDT Cadre. Et puis, il est toujours donc à Accenture. On s'est connus il y a un certain temps, comme dirait l'autre, et ben, au sein de l'IRS Geneviève. Tu vois, c'était une réunion de l'Institut international d'audit social il y a à peu près une dizaine d'années, globalement quelque chose comme ça. Alors voilà, à la fois le regard, je dirais, toi, innovation, et donc je sais que notamment les accords de télétravail, par exemple, tu as suivi ça depuis le début, mais surtout aussi les questions femmes, et puis tout le monde pendant ce temps-là, si vous voulez bien commencer à réfléchir à questions et autres, parce que comme d'habitude, le temps galope. Monsieur Jérôme, c'est à toi. Oui, merci encore une fois à nouveau pour l'invitation. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et c'est l'avantage de passer un peu à la fin, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je situerai mon intervention sur deux choses. C'est à la fois le regard CFDT Cadre en tant que secrétaire général adjoint et aussi mon expérience de délégué syndical donc dans une entreprise où j'ai été longtemps membre du CSE, enfin à l'époque CE, CHSCT, etc. Et la problématique des données de santé justement. Alors, si je prends le côté entreprise sur les données de santé, on a toujours cette problématique, à savoir que on sait probablement collecter correctement les données par les biais de médecine du travail, etc. On ne sait pas forcément toujours bien interpréter les données. C'est-à-dire que je pense que pour une analyse réussie, il faut vraiment qu'il y ait un très bon binôme qui fonctionne entre médecins du travail et je dirais représentants du personnel. C'est pas toujours le cas, voilà, parce qu'on est tous aussi dans des optiques différentes et des visions différentes et des temps différents. Mais je dirais que c'est un binôme qui est assez utile parce que il nous permet en tout cas de faire quelque chose qui est quand même le numéro 1 pour nous syndicalistes. C'est certes de soigner, mais c'est surtout aussi de faire de la prévention. Et là-dessus, on a véritablement besoin d'indicateurs assez clés, de données, je dirais, qu'on puisse être en mesure d'interpréter avec un échantillon assez large. Alors pourquoi je parle de l'échantillon assez large? Parce que dans les entreprises, on a aussi une différence un petit peu en termes de data, hein, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de mon entreprise, on va avoir des data assez fines sur les salariés qui sont suivis par la médecine du travail de l'entreprise. Ça va être des fois un tout petit peu plus compliqué quand les salariés sont en région et sont suivis par un CIAP, un service médical partagé, où là évidemment on a un peu plus de mal à faire un peu une corrélation sur les différentes données entre ce qu'on voit à l'extérieur dans nos bureaux en région et ce qu'on peut voir par exemple sur le bureau de Paris où là on a une médecine dédiée. Toujours est-il que cette problématique, pour nous, elle est très importante. Je vous le disais en tant que membre du CSE, puisque c'est là qu'on va voir les rapports obligatoires qui doivent être produits, qu'on va analyser. Et c'est aussi très important, évidemment, pour nourrir derrière les négociateurs, parce que le but, évidemment, aussi de ces données, c'est de faire de la négociation. De la négociation où on va essayer véritablement de faire rentrer les données de santé à peu près dans toutes les négociations. Alors pourquoi c'est important? Je pense que ça a été largement dit, et je suis vraiment très heureux d'avoir pu entendre tous ces témoignages. Sur deux choses importantes. Déjà, oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est ça peut paraître comme ça évident de le dire ce soir, mais on est, nous, en tant que représentants du personnel, pas toujours justement dans ces différenciations sexuées. On va être capable de le faire sur les maladies typiquement féminines ou des problématiques masculines, mais je dirais de façon générale, on va pas forcément toujours traiter les choses de façon genrée. Quelqu'un l'a très bien dit, je ne sais plus qui, mais qui a dit voilà, il y a cette peur de la discrimination. Elle est évidente, c'est-à-dire que à partir du moment où on va, il y a toujours une peur de stigmatiser une population plutôt que l'autre, etc. Donc ça devient souvent très compliqué de rentrer vraiment dans ce détail. Ce qu'on peut faire beaucoup plus facilement, par contre, à l'échelle nationale, par exemple à la CFDT Cadre, on est capable, nous, d'évoquer certains sujets parce que on ne stigmatise pas des gens dans l'entreprise quand on est représentant du personnel de cette entreprise. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose aussi importante, là, je prends ma casquette cadre, parce que je suis à la fois à la CFDT Cadre et je suis à la fois dans une entreprise où il y a 98% de cadres. Alors là aussi, je vais le dire de façon un peu provoque, oui, les cadres ont des problèmes de santé et ont des risques d'accident. Voilà. On entend souvent que les cadres sont des C++, ils sont suivis médicalement, etc. Il faut savoir qu'on a une grosse problématique, notamment en Ile-de-France, je vais l'apprendre à personne, sur la difficulté, les déserts médicaux. Voilà. On a des gens qui font beaucoup moins attention aujourd'hui à leur santé.
Je dirais que là, ça s'est encore un peu accentué depuis la crise du Covid. Les gens ont laissé un peu de côté la santé. Il y a eu aussi une réforme de la médecine du travail qui fait que les visites périodiques en entreprise sont beaucoup plus espacées. Donc, on a aussi beaucoup plus de mal à faire aujourd'hui du suivi. Et puis, vous parliez très justement de ces problématiques liées au cadre. Oui, alors c'est vrai qu'un cadre a moins de risques de se blesser sur une machine dans une usine, mais il y a des risques clairement identifiés. Et là, je suis heureux que vous l'ayez cité tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, notre problématique principale, elle est sur tous les risques psychosociaux, tous les risques liés au télétravail. Et j'irais même plus généralement au travail hybride et au management à distance, beaucoup plus que le télétravail. Pourquoi ? Parce que au-delà du télétravail, on a développé des outils aujourd'hui qui nous permettent à tous de travailler à distance. Et ce qui crée une problématique très importante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens dans les entreprises qui sont managés par des gens qui sont des fois à l'étranger. Donc sur des fuseaux horaires différents, ce qui fait qu'on va avoir des gens qui vont se connecter à toute heure du jour et de la nuit, des fois sans respecter leur temps de repos obligatoire. On va avoir aussi des problèmes de tension. On sait bien que gérer une tension à distance, c'est pas du tout la même chose que de se mettre autour d'une table pour régler la problématique. On a une vraie problématique genrée, c'est-à-dire qu'on observe en effet dans les risques psychosociaux liés au télétravail une pression, quelque chose de beaucoup plus fort chez les femmes cadres que les hommes cadres. D'une façon générale, même sur les femmes que sur les hommes, toutes catégories confondues. Et je rappelle toujours ce chiffre qui a été issu d'études qui ont été faites pendant la crise sanitaire. Les personnes qui ont le plus souffert pendant la crise sanitaire d'un point de vue psychologique, ce sont les managers intermédiaires. Voilà. Dans lequel on retrouve évidemment aussi beaucoup de femmes. Donc, cette problématique aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, nous, en tant que syndicalistes, elle va nous interpeller. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret sur le télétravail. On se bat dans beaucoup de secteurs pour que, par exemple, il y ait un nombre minimum de jours de télétravail. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui, dans les branches notamment qui sont les miens, les métiers du conseil, on signe de plus en plus d'accords de télétravail à 5 jours par semaine. C'est-à-dire des gens qui vont être en permanence en télétravail, qui ne vont plus être sur le site. Ça veut dire que nous, ça va être beaucoup plus compliqué aussi d'identifier les risques. On a, et là je suis, on peut le faire ce soir beaucoup plus facilement, mais je vous assure que je prends toujours beaucoup de pincettes quand j'interviens dans des réunions comme ça. Il y a une problématique femme qui est beaucoup plus grande puisqu'on sait qu'elles assument beaucoup plus les tâches ménagères et les tâches familiales, qui font que un peu d'hommes, mais beaucoup plus de femmes ne vont pas forcément nous dire à nous ou dire à la médecine du travail que le télétravail ne se passe pas bien. Parce qu'elles vont vouloir à tout prix conserver leur télétravail, parce qu'elles ont aménagé leur vie de cette façon-là. Elles ont supprimé parfois les gardes d'enfants à 16h30 qui coûtaient un peu cher. Elles ont supprimé certaines choses, etc. Et on a aujourd'hui beaucoup de gens qui font du télétravail aussi contre leur gré, mais parce qu'ils ont aménagé leur vie suite au Covid un petit peu de cette façon-là. Voilà, donc la difficulté aussi pour nous syndicalistes, très clairement, quand on a des gens en télétravail, c'est la difficulté de pouvoir d'identifier justement ces malheurs-là. Et ces malheurs-là, pourquoi j'en parle, ces difficultés-là, c'est qu'elles ne ressortent pas dans les datas. Et ça veut dire que ce qu'on va voir éventuellement, on va l'analyser de façon, on va prendre des biais. Quand c'était du travail en entreprise, on arrivait à prendre les arrêts maladie. Quand on est en télétravail, il y a beaucoup moins d'arrêts maladie qui sont déclarés. Pourquoi ? Parce que les gens vont continuer à travailler. C'est ce que je dis toujours. Faut voir quand même que le Covid a été une période assez forte. C'est la première fois qu'on a en gros demandé aux gens de continuer à travailler alors qu'ils étaient malades. En gros, vous aviez le Covid, si vous pouviez être en situation de télétravail, vous n'aviez pas demandé d'arrêt de travail. Il fallait vraiment être cloué au fond de vos pieds, etc. Et aujourd'hui, on voit que cette problématique qui concernait les cadres en télétravail avant la crise Covid, on parle de 4 à 5% des salariés. On est passé à 17% de salariés après la crise Covid en télétravail. On a beaucoup plus aujourd'hui de gens qui ne se déclarent pas en arrêt maladie. Combien de fois, je pense que ça nous est tous arrivé ce soir dans cette visio, à avoir quelqu'un qui se connecte en visio, dire écoutez, j'ai préféré ne pas venir au bureau parce que j'ai un rhume, j'ai préféré rester chez moi pour pas vous contaminer. En gros, je suis malade, mais je continue à travailler malgré tout. Donc, je pense que pour identifier, pour vraiment avoir ces signaux à travers les datas, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, on essaie d'avoir des moyens. Les entreprises ont développé des moyens, les baromètres, les choses comme ça, etc. Mais encore une fois, les données sont quand même peu fiables et absolument pas aussi sérieuses que pourrait faire un médecin. Donc, on est sur du ressenti, du vécu. On a du mal souvent à avouer, comme je le disais tout à l'heure, que le télétravail se passe pas forcément bien. Donc là, en tout cas, nous, il y a une grande vigilance et beaucoup d'alertes qui sont faites sur ces sujets-là. Et on espère en effet que trouver des nouveaux moyens, des nouveaux moyens sur les datas aussi, tout
tout en n'étant pas intrusif chez les gens, voilà, trop intrusif, etc. Mais trouver en gros un moyen, de nouveaux moyens pour collecter des données qui vont nous permettre en tout cas de poser le bon diagnostic et de faire surtout les bonnes recommandations quand on va négocier des choses pour les salariés. Voilà, j'étais un peu rapide, un peu bref, mais je sais que le temps court. Merci, merci Jérôme, et d'ailleurs merci à tous de votre vision, je dirais votre expérience encore qui est à la fois un spectre large, nuancé, divers, enfin bref, ça fait beaucoup de challenges. Alors, si je peux me permettre, avant de passer au débat, j'aimerais bien... Monsieur Philippe, et Raviol, alors voilà, on disait nouveaux systèmes et nouvelles approches de données. Voilà, comment vous réagissez à tout ça? Et puis alors, vous avez 6 minutes, parce qu'après, il faudra passer la parole aux autres. Enfin, 7 peut-être. Bon, allez, je vais faire vite. D'accord, merci pour toutes les interventions. Hein. Je veux dire que à chaque fois, c'est passionnant. C'est plus qu'intéressant, c'est passionnant. Ouais. Voilà. Moi, à chaque fois, ça me réapprend les choses. Et en outre, ce sont des expériences de terrain. Et le terrain ne ment jamais. Ça, foncièrement, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon bureau, dans une grande tour. Le terrain ne ment jamais. Je retiens un certain nombre de points. La nécessité d'avoir des datas, ça, c'est foncièrement très important. Donc ça signifie de construire un système. Du côté de la santé publique, on est en train de le construire, hein, c'est le Health Data Hub. Moi je suis pour un Labor Health Data Hub, c'est-à-dire que je suis véritablement pour la construction d'une base de données commune liée au travail. Je pense que c'est fondamental, ça nous manque. Il y a, paradoxalement, des initiatives qui sont passionnantes, partout. On a cité l'Occitanie. Il y a d'autres endroits aussi où ça se fait. Les services de santé au travail s'y mettent, mais vraiment à fond. Les mutuelles aussi. Il y a Everest. Bref, on est en train de construire un système. On est là, on a une fenêtre d'opportunité qui est absolument formidable. Le tout, c'est qu'on puisse mettre en relation l'ensemble de ces systèmes et que l'on sache, c'est important, et que l'on sache ce qu'on veut faire. Parce que les bases de données n'existent que dans la mesure où on est capable de comprendre ce qu'on cherche. Hein. C'est la donnée qu'on cherche. Hein. C'est fondamental de le rappeler, parce que de temps en temps, on oublie que la donnée en elle-même doit d'abord être comprise comme une donnée. Enfin, sans être un spécialiste, parfois, il faut savoir ce qu'on cherche. Moi, j'ai toujours cherché ce que je cherchais pour le trouver. Et ensuite, il y a le débat, la spéculation par rapport à la donnée. Alors, je vais vous donner une interprétation paradoxale. On a dit au début de notre réunion, ce qui est tout à fait vrai, statistiquement, ça on le sait. Les femmes ont moins d'accidents de trajet graves et mortels, mais en revanche ont plus d'accidents que les hommes. C'est-à-dire que, très concrètement, elles tombent davantage dans la rue. Il y a, par exemple, deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire qu'elles sont stressées, qu'elles ont une charge mentale qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, il y a une distraction. L'autre manière, c'est de dire qu'en fait, elles ne regardent pas le sol, mais elles regardent, par exemple, les vitrines des magasins. Allez, je fais la provocation. mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Donc, l'interprétation d'une donnée en elle-même ne suffit pas. Il faut avoir d'autres données pour les comprendre. C'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et on a besoin aussi de temps long. Que si on n'a pas un temps long, si on a une photo et non pas un film, on peut vraiment se tromper. Alors j'insiste aussi sur un autre point qui est très important. C'est les mutations du monde du travail. Les mutations du monde du travail, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, qu'on a affaire à des personnes, des hommes et des femmes, donc des femmes, qui viennent sur le marché du travail avec une expérience bien moindre que leurs aînés. C'est
c'est vrai dans la mesure où, d'une part, le chômage baisse, sauf les 2 derniers trimestres, mais globalement le chômage a baissé, ce qui signifie que des personnes qui étaient éloignées de l'emploi retrouvent de l'emploi, tant mieux, mais elles étaient éloignées de l'emploi, mais d'autre part, parce que les métiers changent profondément. On a du mal à le saisir, mais on est dans des grandes mutations du travail qui impliquent un renouvellement complet des méthodes de travail. Et notamment, l'une des caractéristiques du travail qui est nouveau, c'est l'intensification du travail. Et à tous les niveaux. Un de mes amis avait parlé de taylorisation du tertiaire. Pas faux. Cette intensification, elle signifie beaucoup de choses. Elle signifie que les temps de pause sont moindres, mais ça signifie surtout que le stress est plus grand, d'autant plus que le contrôle est permanent et renforcé par les nouveaux moyens de la technologie. Et ceci à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer votre temps de présence dans telle chambre d'hôpital à telle heure, puis ensuite à telle heure. On va pouvoir mesurer, là ça se fait, ce que je raconte n'est pas du tout un fantasme orwellien, on va pouvoir mesurer la capacité d'un peintre dans une usine, par exemple, de fabrication automobile, donc le peintre qui peint la tôlerie en noir, en gris ou en bleu, va pouvoir mesurer la manière dont il tient son pistolet. Est-ce qu'il tient bien son pistolet, bien droit, combien de temps, ou est-ce qu'il a quelques failles? C'est faisable. Et ça se fait. Ça se fait. De la même façon que le sportif de haut niveau, eh bien, il y a un drone sur lui pour regarder s'il fait le bon mouvement. Donc, il y a une intensification du travail qui est très forte. Il y a des exigences qui sont beaucoup plus élevées, y compris dans le tertiaire. On doit pouvoir répondre dans un temps déterminé à une foule de mails. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, il y a une question d'intensification du travail qui signifie qu'on est aussi exposé à une pénibilité psychique d'autant plus grande que, et c'est le paradoxe, on est de plus en plus autonome. C'est bien, hein, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est mieux d'être autonome que d'être dans une chaîne hiérarchique qui est ultra pesante. Mais l'autonomie se paye. Et les femmes, dans cette mutation du travail, se retrouvent exposées à une multitude de risques. À mon avis, plus grands risques que les hommes, aussi parce qu'elles ont une caractéristique, qui est une caractéristique genrée, je pardonnerai de le dire, qui est que leur exigence dans le travail est moins en termes de rémunération qu'en termes de reconnaissance. C'est moins le cas pour les hommes. Pour les hommes, la fiche de paye a une valeur très forte et est identifiée à la reconnaissance. Alors que pour les femmes, il y a moins d'exigences d'augmentation de salaire, par exemple, mais il y a une véritable exigence de reconnaissance du travail bien fait. Or, si l'intensification du travail augmente et en même temps l'autonomie augmente, avec un contrôle qui est un contrôle un peu, je dirais, un peu intelligence artificielle, il y a des facteurs de stress qui augmentent aussi. Et ça vaut aussi bien pour l'ingénieur de Framatome que pour l'aide-soignante dans un hôpital, quel qu'il soit. Donc je crois qu'on est à la croisée des chemins et que le fait que les femmes soient plus exposées, ça correspond à une réalité sociale d'aujourd'hui, mais ça correspond aussi à une réalité qui est la grande mutation au niveau du travail, qui commence simplement. Alors j'en finis là parce que je prendrai la parole tout le temps, et c'est pas le jeu. Mais nous aussi, merci Philippe, et merci de la largeur de vue et du fait que vous pointez effectivement ce qu'on dit aussi, c'est que la problématique des femmes, finalement, c'est révélateur d'autres choses. Oui, exactement. Et que
aussi d'un point de vue pratique, c'est-à-dire que les améliorations, moi je me souviens nombre de HSE, de responsables HSE avec lesquels on travaille, et notamment sur ces questions de femmes, d'intégration, d'innovation ou autre, et qui me disent, mais Anne-Marie, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'intérêt du travail qu'on fait sur les femmes, je reviens à mes exemples d'exosquelettes qui intègrent sur des ports de charge, des gestes un peu complexes ou des choses, c'est que diminuer la pénibilité chez les femmes, c'est diminuer la pénibilité globalement sur l'ensemble, parce que c'est mieux conscientiser un certain nombre de choses. Donc c'est vrai qu'on revient à ce qui était ton débat de démarrage, Florence, qui était genre par genre, discrimination par discrimination et autres, mais l'intérêt c'est que c'est l'ensemble qui fait progresser. Alors, j'aimerais bien qu'on rebondisse, si je peux me permettre, tous un peu, les uns, y compris Mario, si vous voulez bien aussi, vous qui êtes, j'allais dire, des deux côtés, hein, parce que vous êtes en plein dans ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire à la fois l'attention aux patients qu'on est tous potentiellement ou qu'on a été, et puis après, donc, finalement, celui qui est l'opérateur ou l'acteur professionnel. Mais Thibaut, je vais en profiter pendant que tu es là, Thibaut Fleury, donc, directeur général de l'efficience santé au travail, qui est un service de santé au travail, cette fois-ci parisien, enfin qui est francilien, je crois que c'est comme ça. Toi, ta réaction là-dessus, et comment tu utilises, si je peux me permettre, les datas, puisque en gros, ce que tu lui disais, c'est que notamment, toi, ça te sert très très opérationnellement, par exemple, pour piloter des équipes. Je reviens sur les datas et pardon de me centrer là-dessus, parce que voilà, c'est important, les datas aussi. Thibaut, à toi. Ouais, bonsoir à tous d'abord. Écoute, on l'a déjà évoqué lors de dernières conférences. En effet, on essaye de plus en plus d'utiliser toutes les données pour pouvoir orienter l'action de prévention. Donc ça nous permet de cibler, et je prends l'exemple qui a été cité tout à l'heure. Hein. Donc notamment sur l'inaptitude, on a fait un gros travail pour comprendre qui était concerné par l'inaptitude, quels étaient les secteurs d'activité qui étaient en effet touchés par ça, quelles étaient les populations, quels étaient les âges moyens, pour à la fois en interne sensibiliser nos équipes, c'est-à-dire savoir que voilà, vous avez des fréquences de risque sur ces secteurs d'activité-là, donc vous devez être à même de conseiller et de prendre en charge les salariés qui peuvent être touchés plus nativement, et puis tout simplement aussi pour commencer à travailler sur les branches et sur les entreprises en disant attention, on sait que dans votre secteur d'activité, vous avez une récurrence de ce type de sortie de l'emploi, et que donc il faut qu'on trouve des moyens les plus précoces possibles, à la fois pour protéger les gens, mais aussi pour travailler à leur employabilité, parce qu'on sait que de toute façon, il se passera des choses. Voilà, donc on fait rien de finalement bien différent, je pense, de ce qui a été cité comme exemple. Mais c'est vrai que, comme le disait aussi Philippe Garabiol, on passe beaucoup de temps aujourd'hui sur les datas et que c'est le nerf de la guerre pour arriver à être pertinent sur ce que l'on fait. Merci à toi, parce que moi, ce qui m'avait frappé justement dans ce que tu disais, c'est l'utilisation des datas, et pas seulement pour savoir ou pour le savoir des experts, mais aussi pour la mobilisation des équipes. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très important. Florence, toi, ton regard, merci Thibaut, hein, ton regard sur toi là-dessus. Simplement, moi, ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est cette question on a d'autant plus de besoin de data, effectivement, que le monde du travail bouge, mute, comme le disait Philippe. Le télétravail, c'est une étape. Moi, je vois arriver l'intelligence artificielle. On le voit, ça peut appauvrir considérablement certains métiers, donc générer de nouvelles souffrances psychiques. C'est pas si évident que ça. Il y a des métiers qui vont rester très intéressants, certains qui vont s'appauvrir, se transformer. Enfin voilà, il y a une sacrée mutation. Encore plus large que ça, les questions de transition écologique qui vont aussi bousculer les métiers, alors peut-être pas dont on parle aujourd'hui, mais les métiers de l'agriculture. Et là, on voit qu'avec le télétravail revient la pénibilité physique liée à la sédentarité. Ça va peut-être être le problème numéro 1 du télétravail d'ailleurs. Mais dans le secteur du bio, par exemple, c'est le retour de la pénibilité avec plus de travail manuel, etc. Donc tout ça, ces datas, on en a besoin aussi en prospective, je trouve, pour arriver à se projeter aussi dans le futur. Voilà ce que je rajouterais.
Merci Florence, merci de ces précisions. Moi j'ai envie aussi de repasser la parole, si vous voulez bien, Mario, vous de votre côté, parce que je dirais qu'encore une fois, ces évolutions, vous les vivez de façon accélérée avec à la fois vos patients et en même temps, globalement, les équipes qui sont là. Comment, je dirais, côté plutôt, je vais dire cette fois-ci, manager des affaires médicales de l'organisation ou éléments de l'organisation d'ensemble, comment vous ressentez les choses? Et puis après, à tout le monde, Camille, j'aimerais bien, puisqu'on se retrouve à cette occasion-là, qu'à titre aussi universitaire, toi tu puisses aussi donner un peu ton point de vue. Mario. Écoutez, moi je vous écoute, mais vraiment, hein, avec beaucoup d'intérêt, en partie ce que vous venez de dire, madame, sur l'impact que peuvent avoir l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne mesure pas aujourd'hui suffisamment. C'est vrai que nous, on est à la fois, moi je suis pas employeur directement, mais je fais partie de l'équipe de direction. Donc, on a ces problématiques effectivement de santé au travail dans nos équipes, effectivement. Et c'est aussi, on l'a pas abordé parce que c'est un peu hors sujet, mais c'est aussi tout le problème d'ailleurs du maintien au travail des personnes qui ont un cancer. Aujourd'hui, la question se pose. Il y a encore quelques années, cette question ne se posait pas. Ça nous serait pas venu à l'idée. Mais aujourd'hui, on a des patients qui vont vivre pendant des années, finalement, avec leur maladie. C'est toute la gestion aussi des séquelles des traitements. Et il y a un terme que j'utilise souvent, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est toutes les séquelles invisibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des tas de gens finalement qui sont probablement guéris, en tout cas en rémission prolongée de leur maladie, et qui ont des séquelles qui sont invisibles. Ces séquelles, elles peuvent être psychiques, mais elles peuvent être aussi physiques. Tous les problèmes de douleur qu'il peut y avoir, par exemple, toutes les séquelles sur la voix. Alors, je pensais à ça parce que j'ai vu un patient il y a pas très longtemps. On était tous très contents parce qu'il a un cancer ORL grave et il est guéri pendant de sa maladie. Sauf que lui, il est beaucoup moins content que nous parce qu'il va être obligé de changer de travail. Parce qu'il a un travail où il devait parler énormément. Donc, ces problématiques-là, elles sont communes, bien sûr. Mais elles sont, ça a été dit, beaucoup plus importantes encore chez les femmes. Parce que même si nous, les hommes, faisons des efforts réels, certainement, pour le partage des tâches, pour un certain nombre de choses, ça reste un problème. J'étais très sensible aussi à ce que l'un d'entre vous a dit sur le travail, le télétravail. Et le fait que, oui, c'est vrai que le télétravail, ça peut poser un certain nombre de problèmes, on le sait, mais par exemple sur le fait de supprimer la garde d'enfants qui peut coûter cher, et on se met ça en plus sur le dos, si vous voulez. Donc toutes ces questions-là, effectivement, c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes. Après, je vous dis, nous, on est à la fois, on a dans nos équipes des gens qui sont concernés parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent de nuit par définition. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Évidemment, mais pas que, tous les risques psychosociaux et dans le secteur de la santé, c'est encore plus important. On est sur un domaine qui est essentiellement féminin. Et au dehors du travail de nuit, c'est aussi toutes les problématiques psychosociales avec des vraies questions existentielles aujourd'hui sur, je parle même pas du déficit qu'on a de personnel dans nos établissements de santé, c'est comment on gère ça. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont là pour durer. Et on pensait assez naïvement que ces problèmes-là, finalement, avec le temps, allaient rentrer dans l'ordre après la crise Covid. Non, on est sur des problèmes qui changent. Et c'est vraiment, on est amené, nous, vraiment à réinventer réellement nos modes de travail, redonner du sens aussi à ce que les gens font. Et je vous dis, on a un environnement essentiellement féminin, et ça rentre en ligne de compte, bien entendu. Oui, si ma mémoire, merci Mario. Effectivement, si ma mémoire est exacte, c'est plus de 70% des équipes hospitalières qui sont des femmes, en fait. On doit être à peu près, on devient très minoritaire. Alors, avant, si vous voulez, la féminisation était essentiellement dans les métiers du soin direct. Aujourd'hui, et je ne m'en plains pas, au contraire, on a dans les équipes de direction, parmi les médecins, énormément de femmes. Et c'est vrai et c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai aussi en médecine de ville. Aujourd'hui, en médecine de ville, je connais un peu le sujet parce que je suis aussi coprésidente d'une structure de coordination avec un médecin généraliste.
les jeunes qui s'installent aujourd'hui ne veulent plus travailler comme on travaillait avant, et ils ont bien raison d'ailleurs. Il y a une féminisation qui avec des demandes spécifiques, par exemple de pas travailler à temps plein, d'avoir un temps libre pour pouvoir s'occuper des enfants, travailler en équipe aussi. Les communautés professionnelles territoriales de santé, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais ces PTS, ces structures un peu d'exercice collaboratif sont en train de prendre vraiment le devant. Donc, on est vraiment sur une modification vraiment dans le domaine de la santé, vraiment du côté de nos équipes. Voilà, comment on travaille là-dessus, comment on répond. Et puis, vous l'avez dit, Anne-Marie, il y a tout le problème aussi de prise en charge des patients. Et c'est vrai que quand on a des personnes qui travaillent de nuit et qui ont un problème de cancer, c'est très rare que les gens ne nous disent pas, mais je le sais bien, c'est parce que j'ai travaillé de nuit que j'ai ça qui me tombe dessus. Donc c'est aussi, c'est pas anodin si vous voulez dans la prise en charge d'une personne d'être dans un contexte comme ça, parce qu'il y a derrière l'idée qu'on aurait peut-être pu l'éviter. Alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai, on peut en discuter, mais voilà, donc il y a tout ça effectivement qui change complètement la donne et qui effectivement a des spécificités liées aux gens qui sont certaines. Merci Mario de ce témoignage. Alors peut-être Camille et puis Catherine, vous avez vu ici, il faut sauter sur le micro pour avoir la parole. Donc aussi à vous tout à l'heure. Camille, toi, je suis contente de se retrouver parce que Camille est professeur de CRH Management, c'est ça, à Lyon, et aussi psychologie sociale. Et je crois que tu es tout à fait intéressée. Tu diriges des thèses notamment sur d'une ou plusieurs de tes étudiantes qui travaillent justement sur ces questions de relations des femmes au travail. Un peu ta réaction sur tout ça et ce que tu fais, parce que je sais que tu as mené plein d'études. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est OK? Voilà. Très bien, on t'entend très bien. Super. Effectivement, alors c'est un sujet qui m'intéresse et moi j'ai des méthodes qui sont plutôt qualitativistes que quantitativistes, mais malgré tout je suis très intéressée aussi de savoir qu'il y a des données chiffrées qui peuvent éventuellement étayer les choses. Alors moi j'avais une question plus générale. Nous on a parfois des difficultés à avoir des dispositifs de collecte de données massives quand on est dans une université et la première question que je me posais, c'est est-ce que par exemple l'étude Everest, on pourrait avoir accès à des données, voire éventuellement discuter d'éléments qui nous intéresseraient éventuellement à traiter quantitativement, mais après avec des prolongations qualitatives. Ça, c'est la première chose. Sur la question des femmes et du travail, on a fait intervenir donc avec Chloé, avec qui je co-dirige le master RHO donc à l'IAE Lyon, Hélène Bonnet et Pascal Levé sur l'ARACT, sur l'ANACT, sur la question de cancer et travail et le retour au travail, ou en tout cas le travail en situation de maladie, avec des analyses qui étaient très intéressantes, qui nous ont montré que effectivement il y a un paradoxe très clair pour les femmes, parce que à la fois elles ont des besoins en santé et parfois elles sont pas toujours conscientes de la nécessité de leur état pour la reprise du travail, mais en même temps, et vous l'avez dit, ce qui est important pour la femme, c'est sa reconnaissance, et le travail fait une grande partie de la légitimité qu'elle a au travail, et donc l'empêcher de revenir travailler, ça va créer notamment des souffrances psychiques. Et donc il y a toute une réflexion à mon avis à faire sur cet équilibre-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve un accompagnement qui soit cohérent sur l'accompagnement, la transformation du travail dans ces situations spécifiques. En l'occurrence, là, c'était des questions de cancer du sein, mais en même temps, qui puisse continuer à entretenir cette légitimation au travail et cette reconnaissance qui est très importante. Parce que finalement, nous, les femmes, on a aussi besoin d'avoir cette place au travail, et on voit qu'il y en a certaines qui sont battues, notamment pour qu'on puisse avoir accès à des postes un peu plus ambitieux que ce qui existait, et de pas rester cantonné dans les éléments, on va dire, juste à effectuer les choses concrètement, mais aussi avoir un peu d'ambition professionnelle. Et la difficulté, c'est d'être réorienté, notamment pour des raisons de santé, cancer du sein, mais sur des activités qui seraient moins valorisantes et donc qui vont créer d'autres types de troubles. Et j'ai
j'ai ces questions aussi qui se posent autour de la question de la charge mentale et la charge cognitive. Une minute, plus, hein. Ok. Donc, il y a Elsa qui est sans doute présente ici, qui va commencer sa thèse, notamment sur le retour au travail dans les situations post-accouchement et peut-être par extension sur la parentalité, puisqu'on a la maternité, mais aussi la question du père à un moment donné qui va rentrer en compte. Et là, on se rend compte qu'il y a un secteur qui est inexploré sur cette question de la charge cognitive, charge mentale, avec des questions notamment autour de la santé psychique, sur les questions du postpartum et des dépressions postpartum, qui sont peut-être explicatives, mais je ne sais pas. Il faudrait aller le vérifier sur des chiffres, notamment d'un certain nombre d'éléments d'absentéisme qui peuvent être liés à ça. Donc, sur la mortalité féminine post-accouchement, 30% des suicides sont liés à des suicides liés au postpartum, ce qui est énorme. Moi, quand j'ai découvert ça, j'en suis un peu tombée des nues. Et je me dis que s'il y a un accompagnement au niveau du travail correctement fait, notamment sur cette question qui est plus psychique et d'accompagnement, il y aura certainement aussi des mécaniques de travail qui pourront être améliorées. Et j'espère que Elsa pourra travailler là-dessus. Voilà, donc beaucoup de questions. Et puis, beaucoup de sujets à aborder. En tout cas, je serais ravie de partager avec vous les avancées petit à petit si certains sont intéressés par ça et éventuellement nous ouvrir aussi des terrains en entreprise ou ailleurs. Merci Camille, parce que on voit bien à la fois l'appétence et la nécessité de recherche de ce côté-là. Je ne répondrai pas à tes trois questions tout de suite, sauf pour te dire que Everest, on va faire effectivement quelque chose dessus. Il y a beaucoup de relations universitaires déjà, mais pas avec vos spécialités. Et ça, nous, c'est l'éternel problème auquel nous, en santé-travail, on se heurte. C'est le plafond de verre des RH, je vais dire. Quand on s'est connus il y a un peu plus de 10 ans, donc c'était avant que je te connaisse, une des premières études qu'on avait menées avec Jacques, c'était de dire, dans les structures, encore une fois qu'elles soient emploi public, emploi privé ou autre, et c'était avec un de tes confrères de Lille qu'on avait monté ça, c'est à quoi est rattachée la santé-travail. Je vous raconte pas ce qu'on a trouvé, c'est que, en gros, c'était tu te démerdes, s'ils sont dans un coin, ça va, mais il n'y avait pas justement, et ça a été l'un des problèmes des services de santé au travail, notamment autonomes pendant très très longtemps, c'est que ils avaient leur truc, mais en gros c'était tiroir, hein, et donc, c'était un peu méchant, mais c'était pas forcément très très étudié. Et ça, alors ça a beau bouger. Heureusement, et grâce, je dirais, un peu à vos enseignements, les choses ont bougé pas mal. Voilà. Et Everest bouge, et du côté des épidémiologistes, notamment, il y a tout un tas effectivement d'études qui sont faites, mais pas effectivement côté RH et manager. Pour ça que nous on fait toc-toc, ce que je te dis, comme plafond de verre pour l'invitant. Sur les questions de Delta, j'ai bien vu là aussi, et donc on va reprendre, je pense ça, parce que c'est une vraie question de fond, et que ça mérite un peu plus que l'humidité. Alors voilà, d'autres réactions peut-être, alors on a encore exactement une demi-minute, et puis alors Jérôme, voilà, toi qui es à la fois réaction, le mot de la fin, et en deux mots, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? On a vu à travers les témoignages qu'il y avait une grande partie du chemin qui a été fait, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Je pense que nous, ce qu'on attend vraiment, en tout cas, des datas de santé, etc., c'est d'avoir vraiment des mesures de pouvoir prendre des mesures de plus en plus ciblées. On le disait tout à l'heure, sans discriminer en effet, mais vraiment d'avoir des choses qui répondent aux attentes, et surtout de pouvoir anticiper aussi. On a parlé un peu de l'intelligence artificielle, mais de pouvoir aussi anticiper toutes les transformations qui arrivent dans le monde du travail et qui ont un impact sur la santé. Voilà. On aurait pu parler des horaires atypiques, on aurait pu parler aussi du forfait jour, hein, qui a un impact très grand aussi sur le travail et la santé de certaines personnes qui s'engagent à fond dans leur boulot, des fois sans compter leurs heures. Voilà. Donc il y a quand même, il y a encore un bon travail à faire sur ces questions-là, mais en tout cas, on voit que ça progresse. Ça progresse. Merci. Catherine, à vous. Alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit notre partenaire social, Monsieur Jérôme Chemin, sa description du télétravail est parfaite en fait. Les multisites, le fait que les réunions s'enchaînent et ne s'arrêtent jamais, voilà, tout ça est très vrai. Donc moi, je partage vraiment son constat sur ce sujet-là.
Juste pour dire que les services autonomes sont prêts à travailler sur des sujets. Hein. Donc si Camille, par exemple, vous avez envie de travailler avec Framatome Lyon, sans problème. Pareil sur le programme Intercept. Si j'interromps parce que Camille elle est à Lyon, donc c'est pas pour rien. Oui, c'est pour ça. Voilà. Je profite. Et puis si sur le programme Interception, vous avez besoin aussi des médecins du travail, avec grand plaisir, hein, mais il faut pas hésiter à nous solliciter. On est peut-être pas assez connus parce que je prends, si vous me permettez, je prends la balle au bon, ça m'intéresse énormément et j'en parlerai. Alors, on parlait des femmes qui prennent des initiatives. On en a pas mal chez nous et c'est Suzette Delaloge qui est une extrêmement brillante oncologue qui pilote ça. Je vais en parler à Suzette et je prends vraiment votre proposition, absolument. Voilà, parce qu'on peut servir de relais. Et si je peux me permettre, Catherine, nous aussi, parce que c'est l'un de nos prochains chantiers, c'est notamment ça. Et on a besoin effectivement de fédérer un peu ce pourquoi on essaye d'être en prisme, comme ça, et d'avoir divers types d'intervenants. Merci à vous. Encore un mot, Catherine. Alors là, c'est proposition de service. Ok, nous on a le terrain et donc venez travaillons ensemble. On est complètement dessus. Un autre message. Et à l'inverse, moi, je suis preneuse d'aide pour monter un peu plus d'études épidémiologiques sur tout ce qui est santé au travail et en particulier télétravail. Voilà, donc je suis prête à donner, mais je suis prête aussi à recevoir de l'aide. Voilà. On a Everest et ses petits, si on peut dire, et sa famille. On a cancer dans tous ses états et on a parentalité. Olivier, vous auriez envie de dire quoi ? Alors, il paraît que, je ne sais pas si vous savez, mais que dans toutes les études, Tarbes est, paraît-il, la ville qui est la plus agréable à vivre. Alors, oui, j'ai vu ça. J'ai vu passer ça, oui. Donc, n'hésitez pas à venir. Hein. Donc, effectivement, alors, juste un petit mot par rapport à Everest. Il faut savoir que Everest n'est pas utilisé, à mon sens, comme il devrait, pour des tas de raisons. Mais je pense que la plupart des services de santé au travail actuellement en France sont en ordre de marche pour l'intégrer notamment dans leur logiciel métier. Il y a des travaux en cours là-dessus, ce qui permettra encore de multiplier un peu plus la possibilité d'avoir des datas, en fait. Hein. Donc, et puis, pareil, si vous avez besoin, effectivement, nous, on a une culture de la reprise des données à la SMT qui est assez ancienne, et donc, on a déjà pas mal de bases intéressantes. Si ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à venir vers moi aussi si vous avez besoin d'informations précises pour des études ou autres. Merci Olivier. Mario, une chose à ajouter, donc on a bien compris qu'on va tous venir vous voir à lycée de Versailles entre Lyon, Villejuif et autres sur vos programmes spécifiques et d'inception. Ma porte est ouverte. Non, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ça donne envie de continuer à réfléchir ensemble et à travailler. Je veux dire, on a fait qu'effleurer les différents sujets. Et on voit bien qu'il y a énormément de choses à faire avec des éclairages très 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 divers. Donc il faut on est qu'au début. On continue les combats comme vous disiez dans mon temps. C'est qu'un début, c'est clair. Merci Mario. Alors 2 secondes. Je deviens de plus en plus chiante. 2 secondes à toi et puis Philippe et ensuite mon président. Merci vous tous. Oui. Moi juste pour dire merci parce que j'ai appris plein de choses aussi. Et je suis contente surtout d'entendre des services de médecine du travail parce que même dans le cadre du plan santé-travail numéro 4, on a du mal à travailler. Et là, je vois qu'il y a une grande ouverture et pourquoi pas on vous solliciterait puisque peut-être il y a des contacts qui peuvent passer par Anne-Marie. Et voilà. Merci à vous en tout cas de ce partage. Philippe. Moi aussi, donc un grand merci pour ce partage. Pour ce qui concerne les données en santé au travail, je crois qu'on a fait d'immenses progrès depuis 5 ans. Avant, je veux dire qu'on était dans le plan de pas. Maintenant, on a vraiment construit. Il y a des choses de plus en plus intéressantes. Et c'est vrai que les services de santé au travail sont en train d'intégrer Everest. Donc, c'est fabuleux. C'est un énorme progrès. Les mutuelles que j'ai pu rencontrer sont toutes partantes pour travailler ensemble. Donc, il y a une convergence très forte de tous les acteurs pour pouvoir organiser ces datas. Alors, le tout, c'est d'avoir ensuite un instrument, et là, c'est la volonté politique, à mon avis, qui doit se manifester, mais on n'en est pas loin. Et vraiment, j'insiste, c'est à nous tous
de pousser en ce sens. C'est-à-dire que ce qu'a réalisé la santé publique, elle est capable de le faire. Ensuite, il faut monter le système. Mais à partir du moment où tous les acteurs ont envie de monter un système et ont envie d'avoir des résultats, parce que c'est ça qui est intéressant, et des résultats détaillés aussi, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et bien, je crois qu'on peut y arriver. Donc il faut pousser en ce sens. Et je vous remercie tous de pousser en ce sens. Voilà, j'ai terminé. Merci Philippe. Alors, le mot du président, et puis juste avant, parce que comme d'habitude je vais sauter sur le micro, je reviens sur le concept de Philippe du Health and Labour Data Hub. C'est central. Et ce dont on a besoin aussi, c'est de data scientists. Alors, moi ce qui m'avait frappé encore une fois en Occitanie, dans leur succès du programme IOTA, c'est qu'il y avait dans les services de santé au travail, et notamment dans des data scientists qui disent ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. On avait tout à l'heure, malheureusement, il n'est pas là jusqu'au bout, un garçon génialissime, on va organiser un truc là-dessus, qui lui traite non pas les données de santé, mais les données sociales. Et tout ce qui remonte, et le grand truc de votre concept-là, c'est de pouvoir croiser les deux. Ça, si je peux me permettre, on a besoin d'une impulsion publique là-dessus, parce que les freins, bon, on va pas dire idéologiques, mais bref, quand même, de temps en temps, le patronat, c'est pas toujours facile, mais voilà, globalement, de ce côté-là, montre qu'il faut une impulsion publique de ce côté-là, du genre Health and Labour Data Hub, qui travaille sur les deux, qui est nécessaire. Voilà. À vous, Président, pardon de vous avoir coupé. Non, moi, je voudrais dire que je suis enthousiasmé par l'état d'esprit qui a régné dans cette réunion. C'est ça qu'on voulait faire. C'était des échanges et un état d'esprit qui montre qu'on peut être des noyaux qui veulent faire progresser. Alors, progresser, la prévention, j'ai dit en introduction, elle vient de loin et elle porte loin. Et je veux dire par là que le monde du travail ne peut pas être cloisonné dans cette affaire de prévention, qu'il faut des échanges avec la médecine générale, avec le retour dans l'emploi, etc. Il faut ouvrir un petit peu le champ d'exploration pour trouver la meilleure prévention. Et la meilleure prévention, ça demande aussi un consensus pour des études. On l'a développé à propos des femmes, mais c'est un cas, j'allais dire, un cas particulier, très important, mais la meilleure des préventions, c'est pas la même pour tous. Et donc il y a beaucoup de travail à faire. Alors c'est un champ tellement lourd qu'on peut avoir peur de s'y engager, mais non, il faut s'y engager, et on doit pouvoir sortir des chiffres, des analyses, des visions qui font qu'il y aura du progrès dans cette prévention à objectif général que nous avons tous en vue. Voilà. Anne-Marie? Eh ben, mon mot de la fin à moi, il est prochaines étapes. Alors, prochaines étapes, c'est très simple. Vous aurez le replay et les documents d'ici lundi. En gros, on vous enverra le lien. Et puis, donc, on voit bien qu'on a 3 trucs. Alors, on a des Zooms métiers, donc on aura les métiers de soins. On s'est engagé avec un certain nombre de vos homologues, Mario, pour travailler là-dessus, parce que en plus, c'est 70% de femmes. C'est tout à fait avant, c'est en pleine mutation. Vous avez bien mis l'accent sur le travail de nuit, mais il y a aussi d'autres éléments là-dessus. Donc, il y a métier. C'est pas pour rien, de temps en temps, si je peux me permettre. Le dernier qu'on avait fait sur femmes, c'était femmes et logistique, parce qu'en logistique, il y a un énorme problème de recrutement. Et donc, je dirais quand on n'a plus de bons hommes, on prend des bonnes femmes. Enfin, pardon d'être trivial, mais c'est quand même un peu globalement un peu ça. Il y a globalement la question des data, et puis il y a la question des territoires. Je dis, moi, ce qui m'avait frappé, c'était par exemple, mais vive l'Occitanie, où ils ont monté des trucs complètement géniaux. Je sais que dans région centre, il y a des choses aussi. La Bretagne, par exemple, aussi est très en phare sur ces questions, globalement ces questions de femmes. Et puis, on vous accompagnera, si je peux me permettre, Philippe, sur l'outre-mer, parce que là aussi, il y a dans ces pays-là, on en a quelques-uns, un certain nombre de problématiques qui sont spécifiques, et notamment qui ont trait, pardon, je dis ça parce que là c'est notre
notre autre fer de lance de la semaine prochaine d'ailleurs, c'est le climat, et donc c'est les incidences climatiques. C'est pas pour rien, il y a un truc moi, qui va aussi, j'ai trouvé vraiment sympa, il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est à Santé publique France, ce qui s'occupe de l'environnement de travail, ça s'appelle maintenant d'environnement tout court, et donc c'est à la fois travail et environnement. Donc c'est ça pour tous, un grand merci pour vous tous, merci d'être restés 10 minutes de plus, 11 minutes de plus ou un peu plus là-dessus, et puis tout à fait ok pour continuer avec les étudiants et les profs, et Jérôme, merci à toi aussi, merci à chacun d'entre vous. Voilà, donc on vous dit plein de coucou et merci à Marie. Merci à vous. On est les meilleurs. Voilà. Merci.